Bienvenue sur Change and Chill, le podcast où l'on parle de changement simplement. Je suis Olivier My et avec mes invités, nous explorons comment le changement peut être une force positive dans nos vies. Des histoires inspirantes avec une touche de légèreté. Dans ce nouvel épisode, je reçois avec un grand plaisir le docteur Pauline Alessandra. Salut Pauline, comment ça va ? Salut Olivier, merci, ça va très bien. En plus, tu m'appelles docteur, alors c'est parfait. J'ai cru comprendre en fait que c'était maintenant comme ça qu'il fallait t'appeler. Donc voilà, je me plie un petit peu à ces règles-là. Justement, est-ce que tu peux nous en dire plus vu que c'est quand même assez neuf ? Ça fait tout pile une semaine que j'ai soutenu ma thèse de doctorat en sciences de gestion. Et donc, d'après l'université de Montpellier, on a le droit de m'appeler docteur maintenant. On a le droit. Ouais. Et donc, du coup, maintenant, tu demandes un peu à tout le monde de t'appeler docteur. Mais tu sais que c'est très américain, en fait, comme approche. Parce que quand tu remplis un formulaire, ce que j'ai fait il y a quelques jours, américain, t'as Miss, Mrs, Doctor et MX pour gender fluid, je pense. Chose qu'on n'a pas, en fait, en France. En France, t'as monsieur, madame, quoi. Mais donc, la première fois, là, récemment, où j'ai appuyé sur DR, j'avoue que ça fait un petit quelque chose. C'est vrai, hein. C'est vrai qu'effectivement, je me rappelle de certains questionnaires où il y avait docteur et je m'étais fait la remarque. Après, moi, je me sens pas concerné sur le moment, mais c'est vrai que effectivement, dans nos questionnaires à nous en France, on n'a pas ce truc-là. Je suis très content de t'avoir pour plein de raisons, mais justement, on a plein de choses à discuter ensemble. Est-ce que, avant de commencer, tu peux te présenter ? Oui. Alors, je m'appelle Pauline Alessandra, j'ai 33 ans, j'habite à Paris. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai eu de la chance d'avoir une vie très riche et elle n'est pas terminée, donc j'espère qu'elle va continuer à être tout aussi riche. Et aujourd'hui, je suis consultante en positionnement stratégique pour entrepreneurs. Et je fais aussi du conseil en stratégie et en transformation pour plutôt les grandes entreprises ou les ETI. Ok. Bon, déjà là, ça pose les bases. Docteur, différentes activités. Et ce que je te propose, c'est justement, on va un petit peu naviguer dans tout ça. Parce que dans le monde du changement, le changement, c'est quelque chose qui est très large. Et j'ai l'impression que tu as eu aussi plusieurs vies dans le passé. Donc voilà, ce que je vais te proposer, c'est qu'on va déjà un peu naviguer dans le passé, voir un petit peu ce qui t'a fait arriver, où tu en es aujourd'hui. Et puis ensuite, on va discuter un petit peu de justement ce que tu fais aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a un grand intérêt en fait à discuter du changement que toi tu cherches à générer et comment ça se passe avec ces fameux entrepreneurs. Super. Est-ce que tu peux repartir un petit peu au début de ton aventure ? Du coup, tu viens d'où ? Parce que moi, ce que j'avais cru comprendre et quand on s'est rencontrés, c'est ce que tu nous avais dit. Ok, maintenant tu fais du consulting en positionnement, un peu de transformation dans les entreprises. Mais tu as commencé en tant qu'historienne, c'est ça ? Ouais, exactement. Moi, je suis normalienne. Donc, j'ai fait, après un bac économique et social, j'ai fait une prépa littéraire pendant 3 ans. Et j'ai intégré l'école normale supérieure de Lyon. Et c'est à ce moment-là où tu te spécialises. Donc, moi, j'ai choisi l'histoire. Et j'ai en fait un master d'histoire en histoire contemporaine. Et très exactement, j'étais spécialiste des politiques culturelles sous l'occupation. Donc, j'étais vraiment sur la partie plus histoire de Vichy, Seconde Guerre mondiale. Et à la fin de mon master, j'ai décidé de faire totalement autre chose, ce qui a été un choix assez difficile et qui m'a bien pris la tête quand j'avais 21 ans ou 22 ans, je me souviens plus, sur comment tu te réinventes alors que tu as été un peu un rat de bibliothèque toute ta vie. Et que en fait, quand t'es bon élève, tu te poses la question de la classe supérieure, quoi. Tu veux la mention au bac, puis après, on te dit si t'es bon élève, tu vas en prépa, puis si en fait tu réussis en prépa, tu peux essayer de décrocher ton concours, puis quand t'es au bout du parcours, tu te dis en fait qu'est-ce que je fais maintenant ? Ouais, en fait, il y a toujours un concours. J'ai des anciens amis de Normal Sup qui passent tous les concours possibles. Tu vois, une fois qu'ils sont Normal Sup, il faut passer HEC, et après HEC, il faut passer l'ENA, et après l'ENA, tu fais un autre concours de la fonction publique territoriale. Enfin, tu peux passer ta vie à passer des concours, quoi. Et moi, j'étais arrivée en me disant, j'ai passé 3 ans de prépa, un concours vraiment difficile, et j'ai pas envie de repasser un concours, quoi. Et quand tu fais des sciences sociales en France, et que t'as ton master, se pose la question de l'agrégation, qui est encore un autre concours, qui demande encore une prépa. Et en histoire, c'est tellement difficile qu'il fallait faire... Moi, je misais sur 2 ans de prépa. Donc là, je me suis dit, j'ai bac plus 5, il faut que je fasse encore 2 ans de prépa, puis 3 à 5 ans de doctorat en histoire. Et j'ai fait un calcul tout bête qui est à 21 ans, mais en fait, quand est-ce que je vais toucher mon premier salaire ? Et quand est-ce que je vais avoir un job que je ne subis pas ? Parce qu'une fois que tu as fait tout ça, et que tu es content, la réalité, c'est que la galère commence. Puisque, évidemment, il n'y a pas énormément de postes d'enseignant-chercheur en histoire, et à fortiori en histoire contemporaine sur l'Hexagone. Donc, tu es nommé là où tu peux. Donc, tu peux faire du lycée pendant quelques années, et après, tu es nommé soit, à Tours, à Angers. En fait, t'as pas la main sur la géographie de ta vie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, où je me suis dit, je ne veux pas subir des mutations et devoir me déraciner
une nouvelle fois, parce que j'ai beaucoup déménagé quand j'étais petite. Tu vas en parler du changement. Ça, c'est ce qui fait que j'ai été plus en capacité d'accepter des changements dans ma vie parce que j'ai déménagé 4-5 fois. Donc, quand tu as 8 ans et qu'on te dit maintenant, tu prends tes clics, tes claques, tes amis, tu leur dis au revoir et puis on traverse la France et on va à l'autre bout. Et Internet n'existait pas au stade qu'on connaît aujourd'hui. Moi, je me souviens, j'envoyais des lettres à mes amis, tu vois. C'est vrai que j'avais ce souvenir-là. Et c'est marrant, hein, comme quoi. Alors, il y a plein de choses qui traversent mon esprit, mais si on reste sur les lettres, c'est quand même dingue. Moi, je me rappelle avoir écrit des lettres aussi, mais j'avais ce plaisir de recevoir la lettre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu reçois un mail, bah voilà, t'as un mail, quoi. Donc, il y a toujours ce petit truc quand même, tu vois, cette petite touche de « Ah, c'est quoi ?» et tout. Tu vois, ça devient un peu plus surbrillant sur ton Gmail ou un truc comme ça. Mais recevoir une lettre, t'as l'écriture de la personne, t'as plein d'aspects, en fait, qui sont beaucoup plus humains, finalement. C'est complètement dans la lettre. Non, c'est vrai que ça me rappelle des bons souvenirs. Et l'autre aspect qui me paraît intéressant dans ce que tu dis, c'est il y a deux mots, moi, qui vont me marquer. C'est le il faut, et le deuxième, c'est subir. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le système français, il y a souvent, quand tu commences à rentrer dans une filière, donc moi, j'étais dans une filière ingénieur au départ, et ce que j'entends, c'est que c'est un peu pareil dans la filière dans laquelle tu étais, c'est qu'il y a un petit peu le « Ok, t'as fait ça, et ensuite, il faut faire ça, et puis ensuite, il faut faire ça, et puis en fait, tu t'arrêtes plus ou moins jamais. » Et presque même ta vie, elle est tracée, quoi. On te dit, c'est ça que tu vas faire, ça que tu vas faire, ça que tu vas faire. Et donc, soit tu suis. Mais c'est vraiment le principe des cursus honorum. C'est-à-dire que si tu es bon dans le système va te pousser jusqu'au bout. Mais il n'y a pas de bout, en fait. Tu peux toujours, tu vois, là, moi, je viens d'avoir un doctorat, et puis tu découvres que c'est pas fini. Tu peux faire une carrière d'enseignant-chercheur, mais dans ce cas-là, il faudra refaire une recherche, au-delà des recherches propres au métier. Tu passes ce qu'on appelle l'HDR, l'habilitation à diriger des recherches, ce qui est la plus haute distinction. Donc, tu penses que tu as eu, avec le doctorat, la plus haute distinction, et en fait, pas du tout. Il y en a encore une. Et tu te dis, mais c'est sans fin, en fait. Quand est-ce que je peux dire, OK, check, ça c'est bon. Et en fait, c'est moi, la leçon que tout ça m'a enseigné, c'est quand toi, tu décides que c'est fini, que ça l'est. Mais sinon, c'est une roue infinie. Mais je trouve que c'est justement là que c'est intéressant à ce moment-là déjà de ton parcours, c'est que tu as eu cette capacité un petit peu à te réveiller du système. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui se réveillent du système, entre guillemets, je caricature, mais autour des 40 ans, tu vois. Tu vois, la crise de la quarantaine, il y a ce côté, OK, j'ai passé entre guillemets la moitié de ma vie à suivre le système. Et tu vois, j'ai entendu des personnes, donc effectivement autour de la quarantaine, qui me disaient, j'ai l'impression d'avoir fait ce qu'on attendait de moi. Genre, je sais pas, j'ai une famille, je sais pas, je suis médecin, voilà, j'ai un statut social qui est soi-disant celui qui est bien dans le monde, enfin en tout cas en France. Je sais pas, j'ai 2 enfants, etc. Mais maintenant, je fais quoi de ma vie, quoi? Il y a pas ce côté où j'ai pris ma main, enfin si j'ai pris ma main aussi, mais j'ai pris ma vie en main, j'ai fait des choix. Et est-ce que ces choix que je fais en fait sont vraiment les bons pour moi et pour mon épanouissement personnel, quoi? Donc là, déjà autour des 20 ans, de ce que tu me dis, donc tu t'es lancé dans cette partie-là. Tu t'es dit, OK, je vais pas passer ma vie simplement dans les études. Bon, à 33 ans, tu étais encore la semaine dernière encore dans les études, mais on va en reparler. Et donc, quand tu te dis ça, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, OK, je suis dans le monde de l'histoire, à Lyon. Donc, c'est intéressant. Moi, je suis lyonnais, au départ, d'origine. Excellent. Donc, encore quelque chose qui nous relie. Et tu te dis quoi alors? Tu dis, OK, je suis dans l'histoire. Qu'est-ce que je peux faire pour, peut-être pour avoir mon premier salaire, vu que tu l'as évoqué? Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique dans la vie et en même temps très intellectuel, tu vois, c'est un peu mes deux ambivalences. Je regarde ce que j'ai sur mon CV techniquement et il y a rien. Objectivement, enfin, il y a 2 jobs d'été, dont un au musée de la Résistance et de la Déportation, donc on sort pas vraiment de l'histoire, tu vois. Et j'ai été, je sais pas, stagiaire 5 jours dans une librairie, quoi. Donc, concrètement, est-ce qu'une entreprise va m'employer? Non. Donc, je me dis, il est urgent de mettre des trucs dans mon CV, mais des trucs qui sont un peu intéressants. Et à cette époque, j'ai passé 1 mois en Argentine, où je me suis promenée. Et j'avais 2 enjeux. J'avais mettre des trucs sur mon CV et gagner des sous, puisque j'avais fini de vider mon compte bancaire dans ce voyage. Et j'étais arrivée à ce dilemme qui est, je pense pas réussir à avoir les deux, à la fois et de l'argent et de l'expérience, vu où j'en suis dans ma vie, vu mon manque d'expérience, etc. Donc, la première opportunité qui se présentera à moi, j'irai. Soit ce sera de l'argent, soit ce sera de l'expérience. Mais je m'étais vraiment dit, c'est la première. T'as quelque chose à y gagner quoi qu'il arrive, quoi. Exactement. Ouais. Mais vraiment, j'étais sur cette urgence, tu vois, qui est le premier qui me dit oui, ce sera le bon, qu'importe si c'est McDo. Parce que j'ai vraiment postulé à McDo. Parce qu'à McDo, tu gagnes de l'argent. Et c'était vraiment mon objectif, tu vois. Ils t'ont accepté ou pas? Ouais, mais tu vas voir, en fait, ça s'est joué à 48 heures. Peut-être qu'on se serait jamais rencontrés si ces 48 heures-là étaient arrivées avant. On se serait rencontrés au McDo, quelque part. Exactement. Et donc, j'ai postulé un peu partout. McDo, hôtesse de bar, et aussi stagiaire dans 1 milliard de trucs qui avaient rien à voir. Sachant qu'en fait, certes, il y a écrit École normale supérieure de Lyon sur mon CV, c'est ce qui ouvre des portes et c'est pas négligeable.
Mais ensuite, quand tu regardes concrètement qu'est-ce que j'ai fait, il faut me faire confiance, quoi. C'est-à-dire que c'est pas évident quand tu dis elle sait faire des trucs. En fait, tu sais pas puisque j'ai pas d'expérience. Mais moi, j'avais la conviction que je savais faire, mais c'est pas écrit, quoi. Et j'ai eu de la chance. J'ai eu un cabinet de recrutement à Lyon qui venait de se lancer et qui disait bon, on a besoin de quelqu'un de couteau suisse. Elle a l'air assez débrouillarde. On s'est rencontrés. Humainement, ça s'est très bien passé et ils m'ont recruté. Et donc, j'ai été leur première stagiaire et ça s'appelle Humanae. Ils existent toujours. Ils sont formidables. Et ils m'ont dit, tu vas nous aider dans notre com. Tu sais écrire, donc on a besoin de quelqu'un qui nous aide dans les rapports de recrutement et d'entretien de ci, de là. Et puis, tu vas nous être un support, femme à tout faire, quoi, mais de manière intelligente. C'était vraiment des excellents managers. Et ils m'ont mis le pied à l'étrier en me disant, écris notre site web, fouille un peu le WordPress et vois ce que tu peux apprendre. Fais-nous une page sur les réseaux sociaux, écris tous les rapports que tu veux, etc. Donc, j'ai eu ce stage qui m'a mis un truc sympa sur mon CV pendant 6 mois. Et qui m'a fait gagner par contre 700 € par mois, puisque en gros, salaire d'un stagiaire. Ouais. 48 heures après ce coup de fil qui me disait « Ok, c'est bon » après l'entretien, j'avais McDo qui m'appelait en disant « On vous recrute pour le McDo de machin, veuillez vous présenter, machin. » Et là, il y avait de l'argent, tu vois, à jouer, puisque c'était l'un ou l'autre, quoi. Et donc, je me suis dit « Bon, je peux durer encore comme ça 1 an avec mes 800 € par mois. » J'avais de la chance, mes parents m'aidaient encore un peu à cette époque. Enfin, tu vois, j'étais dans de bonnes dispositions. Et c'est comme ça que ça a déclenché mon changement. Je me suis dit, en fait, j'ai aimé aller me lever le matin et aller travailler dans une entreprise, chose que je n'avais absolument jamais faite de ma vie, sauf travailler dans un musée. Et j'ai aimé à la fois le recrutement, j'ai aimé ce qui était un peu ressources humaines, et surtout, j'ai aimé la communication numérique. Et c'est là où je me suis dit, ok, j'ai un truc à jouer, le numérique, c'est une nébuleuse, je vois que ça m'intéresse, il y a des trucs à faire. Et donc, je me suis inscrite à la fin de cette année-là à un 2e master à Assas, qui était un master, qui est toujours un master de stratégie numérique et innovation. Ça s'appelle aujourd'hui Unique Usage du numérique, innovation, communication. Et ça, c'est ça qui m'a lancé. Et pourquoi j'ai pris ce master? Toujours avec cet objectif qui est, je dois remplir les cases vides de mon CV. Et ce master proposait un cursus d'1 an, master 2, enfin, comme un master SP, en fait, mais en alternance. Et donc, j'étais sûre d'avoir 1 année d'expérience dans mon CV. Ça remplissait en fait les cases à la fois de l'éducation et puis en même temps de l'expérience professionnelle. Ouais. Ce qui me permettait d'avoir sur mon CV à la fois j'ai une belle école et en France Dieu sait que c'est important donc les gens sont contents, mais surtout j'ai fait quelque chose de mes 10 doigts. Et c'est ce stage chez Humanae, donc ce cabinet de conseil en recrutement, qui m'a permis de rentrer chez Air France où j'ai fait mon premier apprentissage. Et là je commençais à cocher toutes les cases du milieu professionnel, la belle école, des stages formateurs, une grosse boîte, 1 an d'expérience, et ensuite c'était un boulevard. Et après t'as commencé. Et justement, et c'est là qu'on voit que tu as loupé cette grande expérience des cheveux gras et des choses comme ça. Hein. J'espère que c'est pas un trop grand regret pour toi, en tout cas. Non, ça va. C'est marrant comme quoi les choses se jouent pas à grand chose justement. C'est-à-dire que déjà à 48 heures, hein, tu l'as dit. Mais ce que je trouve fascinant dans ton expérience, et j'ai un peu vécu la même chose, c'est que j'ai l'impression que, tu vois, cette ouverture que tu as eue, finalement, ça a été sur ce premier oui dont tu avais besoin. Exactement. Parce que, un petit peu comme toi, moi, au début, j'avais cette passion de vouloir faire ce que je voulais, mais j'avais l'impression que j'avais que des portes fermées. Mais que des portes fermées parce que sur mon CV, il n'y avait pas les lignes qui expliquaient, entre guillemets, qui rassuraient les gens. Mais par contre, en entretien, et c'est l'intuition que j'ai, mais je me dis qu'en entretien, quand les gens me parlaient, ils disaient, il y a quelque chose avec cette fille-là qui arrive. Mais par contre, je comprends pas, il n'y a pas de cohérence avec ces lignes de CV, quoi. Et donc, effectivement, moi, je me rappelle, j'avais oscillé pas mal en entretien comme ça. J'arrivais à la fin du processus, mais à la fin, ils me disaient, non, entre guillemets, on n'est pas prêt à y aller, quoi. Et un peu comme toi, avant que je commence à ouvrir ma voie dans ce qui me plaisait, j'ai dû attendre ce fameux oui, quoi. Mais moi, ça a toujours été mon drame. Ça l'a été, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai monté ma entreprise, mais on en reparlera après. Mais je passe jamais le cap du filtrage CV. C'est-à-dire que quand j'ai été licenciée de la start-up dans laquelle j'ai travaillé après, avant de monter ma société, je me suis dit, je vais postuler dans des grands groupes. J'ai quand même un CV honorable, quoi. Je passe pas. Je me suis pris mes 5, 6, 7 rejets, alors que je sais qu'à l'instant où je suis à la phase d'entretien, le job, il est quasiment à moi. Je me suis jamais fait rejeter d'un entretien d'embauche. À chaque fois que je suis à l'entretien, on me propose quelque chose. Soit le job, soit autre chose, il se passe quelque chose à la rencontre. Mais sinon, je me fais jeter à 80-90% des fois. Parce que je suis inclassable. Tu veux un communicant, il y aura un meilleur communicant que moi. Mais du coup, tu veux un gestion de projet, tu auras quelqu'un qui aura fait que de la gestion de projet toute sa vie. Et quelqu'un qui aura fait la bonne école de commerce avec le bon truc, etc. Et donc, comme tu me vois avec mon truc d'historien, un peu de RH, un peu de IBM, un peu de machin,
Tu te dis, oh là là, fille instable, et hop, je saute. C'est marrant, hein, comme quoi, dans l'esprit, on va dire, général, effectivement, le fait d'avoir cette variété-là, ça ne donne pas cette curiosité au moins de rencontrer la personne. C'est-à-dire que avant même de te rencontrer, des fois, t'es filtré, alors que tu le dis toi-même, et c'est pour ça que j'avais cette intuition-là, c'est qu'en fait, quand t'es en entretien, bah, du coup, ils se disent, mais c'est qui elle, en fait? Exactement. Et qu'est-ce qui l'amène à être telle qu'elle est, alors qu'elle a pas fait, soi-disant, le parcours idéal par rapport à ce qu'on cherche, quoi. Exactement. Et du coup, ce premier oui, là, t'es allé le chercher comment? C'est, enfin, tu vois, Humanae, là, comme tu disais, c'est quelqu'un que tu connaissais? Pas du tout. J'ai job board, j'ai sur internet annonce, on recherche un stagiaire qui ferait ça. Je me suis dit Pourquoi pas? Oui. Quand ils m'ont rappelé, pour être honnête, ils m'ont dit oui, bonjour, cabinet Humanae. Je suis là, ah ok. Mais comme j'ai postulé à 50 trucs, dont des choses dont j'avais absolument, enfin, je me foutais royalement, mais juste c'était bien payé. Ouais. J'ai fait acteur studio quoi. Ah oui, bien sûr. Quand ça, rappelez-moi l'adresse. Et puis après, tu te précipites sur internet en disant mon Dieu, mais c'était qui ces gens quoi. Et donc j'y suis allée en me disant ça va m'apporter l'un et l'autre. Et en fait, c'était une super rencontre et c'est vraiment eux qui m'ont lancé. Ouais. Ça veut dire que derrière, quand même, tu avais cette non seulement ce courage de te confronter à des choses qui étaient nouvelles pour toi. Et je trouve que déjà c'est pas mal. Hein. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester aussi dans leur zone de confort. Mais voilà, toi, tu avais déjà cette envie de ok, il faut que j'ai de l'expérience, il faut que je fasse des choses. Donc faisons des choses. Et puis derrière, en fait, cette conviction que allez, il faut tenter le coup, quoi. Exactement. Parce que voilà, tu connaissais pas les gens. Est-ce que tu vas y arriver ou pas? Presque, la question se pose pas. C'est je vais y arriver. Quoi qu'il arrive, je vais me démerder. Une sorte d'urgence où en fait, quand tu sais que tu veux l'un ou l'autre, qu'importe la décision, tu te bouges quoi. Mais je me souviens arriver avec mon petit sac en faux cuir, hyper mal sapé, stressé comme jamais. Alors que c'était un truc de stagiaire. Et je me suis dit, ils vont s'en rendre compte qu'en fait, je suis une intello qui a passé 2 ans au fin fond des archives de la ville de Lyon, mais je sais rien faire de ce qui est écrit sur la job desk quoi. Tu vois, c'est... Et en fait, ça s'est extrêmement bien passé. Ouais. Mais ça s'est tellement bien passé qu'ils m'ont gardé en freelance pendant 1 an. Donc j'avais monté à cette époque ma petite auto-entreprise pour les aider à faire des trucs rédactionnels, un peu de réseaux sociaux. Et après, ils se sont structurés de manière pérenne. Ils ont pris quelqu'un pour le faire correctement. Et de toute façon, moi, j'avais plus le temps de poursuivre. Quoi. De poursuivre, ouais. Mais du coup, ça veut dire que déjà à l'époque, là, c'est quoi? T'as 25 ans, quoi, ces eaux-là. Ça veut dire que ça t'a pas fait peur de te mettre à ton compte, entre guillemets. Tu vois, monter une auto-entreprise, tu vois, il y a une démarche légère, mais ça reste quand même, tu sais, de l'administratif. Tu commences à être à ton compte, alors que la vie normale pour les gens, c'est quand même d'aller dans une entreprise, tu postules, etc., quoi. Et ça t'a pas fait peur de... Non, mais parce que je considérais pas que ça allait être ma vie. C'était mon argent de poche. Donc si tu considères ça comme de l'argent de poche, tu mets pas de pression sur les choses. Il y a pas d'enjeu, quoi. Et je pense que c'est important, d'ailleurs, cette notion d'enjeu. Ça veut dire que ça te permet de tester des choses sans avoir la crainte de devoir réussir ou rater, et tu le fais, quoi. Donc, et au final, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, tu es indépendante. Et je fais pareil. Peut-être qu'effectivement, là, c'était la première pièce que tu as mis dans la machine, quoi. Et donc, si on continue le chemin. Donc là, tu es rentré donc en alternance, tu disais? Donc là, je suis apprentie chez Air France pendant 1 an. Ça se passe super bien, j'adore. Je suis au service de la formation, que tu connais, du coup. Effectivement, le fameux campus. Exactement. Où j'ai travaillé pendant 1 an et on développe tout ce qui est formation numérique. Réseaux sociaux internes. Donc là, j'étais formatrice CMR de fameux outil Microsoft pendant 1 an. J'ai animé je sais pas combien de formations. Et du coup, ayant été formée comme pour être enseignant-chercheur, t'as quand même un côté prof, quoi. Enfin, mine de rien. Et donc, je retrouve ça comme le goût d'avoir pas un public, mais tu vois, des élèves à qui tu dois expliquer des choses. Alors, il se trouve que ces élèves, ils ont 50 ans et ils ont l'âge d'être mes parents et je leur apprends les réseaux sociaux d'entreprise, quoi. Mais ça se passe hyper bien. Mes formations sont pleines tout le temps, quoi. Enfin. Et t'aimes bien ce côté prof, du coup? Ouais, j'aime bien. Transmettre. C'est toujours un peu stressant, mais j'aime bien. Et à la fin, on me propose un CDI que je décline parce que c'était dans la communication et j'avais pas envie de faire une carrière de communicante. Sachant qu'en plus, chez Air France, en fait, c'était très difficile de rentrer à l'époque parce qu'il y avait pas de poste. Bah, là, un peu moins aujourd'hui, mais c'était vraiment, on a 5 CDI dans l'année, il y en a un pour toi, est-ce que tu le veux? Et moi, j'ai eu l'audace de dire, oh ben non, merci, je vais aller ailleurs, tu vois. Et je suis rentrée chez IBM comme consultante en transformation numérique, ce qui était plus ça que j'avais envie de poursuivre comme carrière. Travailler sur des problématiques de digitalisation. Tu vois, pas de communication. La communication numérique, ça m'intéressait, mais ce qui m'intéressait, c'était le numérique dans la dimension. Et j'ai été consultante pendant plus d'1 an. Et alors, ce qui est très, très drôle, petite anecdote, mais j'ai eu mon premier client, alors c'est public, donc je peux le dire, c'était l'EM Lyon, qui avait un grand programme de transformation digitale. Et le directeur de l'époque, c'était un professeur qui gérait ça, et puis d'autres, évidemment, sa carrière de chercheur. Et ce professeur, je l'ai retrouvé il y a 1 semaine dans mon jury de thèse. Ah, c'est fou ça.
Comme quoi, et ça date de combien de temps C'était 2015. 10 ans, quoi, du coup. Ouais. Et dans son discours introductif, ensuite, c'était un de mes rapporteurs de mon doctorat. Il a commencé par dire, oui, j'ai eu la chance de rencontrer Pauline il y a 10 ans, dans un contexte professionnel. Et en fait, on avait gardé, c'est en partie lui qui m'a donné envie de faire un doctorat, puisqu'on avait eu cette discussion qui était, est-il possible de travailler et de faire un doctorat? Il m'avait dit non. Du coup, moi, dans mon discours de fin de thèse, j'ai dit merci pour cette discussion qui a allumé l'étincelle et qui m'a montré que certes, c'était impossible, mais vous voyez, on est là tous les deux et je l'ai fait, quoi. Challenge accepted. Exactement. Tu vois, mais ça date de 2015 et on se retrouve 10 ans après où je peux le dire, t'as vu? C'est marrant, hein, comme quoi cette discussion, ou en tout cas l'intérêt des conversations qu'on peut avoir et comment elles peuvent shifter, le fameux 1,60 dont on entend parler souvent aujourd'hui, peut nous guider d'une certaine manière, où tous les chemins qu'on fait à un instant T peuvent se rejoindre à un autre instant de notre vie. Donc ça, c'est très marrant, quoi. Et donc du coup, effectivement, Air France, alternance. Ensuite, tu pars pour faire de la transformation. Ouais. Et tu vois, si je reprends un peu le chemin, histoire, ok, résistance et tout, tu vois. Donc je vois un peu, tu vois, l'image que j'ai dans ma tête, c'est la boue, tu vois, ce truc-là. Puis ensuite, tu fais un petit peu de réseaux sociaux, tu dis donc en alternance, et transformation. Tu vois, c'est quoi le trajet qui a fait Le lien, c'est le numérique, en fait. Ah, c'est le numérique qui fait le lien. Et je l'ai vraiment fait au campus d'Air France, puisque le campus d'Air France, tu apprends aux gens à se servir d'outils numériques pour améliorer leur process, leur performance, leur qualité de vie au travail. Et ça, c'est un programme de transformation digitale, en fait. Et je me suis dit, c'est pour ça que j'ai refusé ce poste à la communication. C'est pas le numérique au service du marketing ou de la communication qui m'intéresse. C'est en fait le processus interne qui est l'usage du numérique au service de l'amélioration de quelque chose ou de quelqu'un. Et ça, c'est de la transformation digitale. Ce qui était très à la mode et ce qui est un peu moins aujourd'hui, parce que maintenant, on va plus parler de transformation avec l'IA, etc. Mais ça reste un processus de passer de A à B, comment tu y vas, quoi. Et avec des programmes de conduite du changement, etc. Et comme c'est ça qui me plaisait bien, chez IBM, c'était un boulevard. Ce n'est que ça, en fait. Tu implémentes des outils ou des programmes avec des outils IBM et tu contribues à la transformation digitale d'une entreprise ou, tu vois, pour moi, d'une école de commerce. Et ça, c'était vraiment intéressant. Et c'est ce qui, tu vois, donc ça fait geekerie très personnel. J'ai mon site web, mon blog, mon truc machin. Réseaux sociaux d'entreprise et programmes de transformation digitale, reverse mentoring, tu vois, comment, parce que t'es un petit jeune qui comprend comment fonctionnent les réseaux sociaux, tu vas aider un DG. J'avais aidé le DG d'Air France, tu vois, dans sa stratégie personnelle numérique, dans un programme de reverse mentoring, et après à transformation digitale, et ensuite à transformation tout court. Donc c'est un chemin que j'ai fait par le numérique, en fait. Par le numérique, ouais. Et donc du coup, IBM, tu disais 1 an, donc c'est aussi court. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que, encore une fois, tu t'es dit, tiens, je vais aller ailleurs? Plusieurs choses. La première, c'est que je me suis rendu compte que j'aimais pas le consulting. Alors, j'en suis revenue, puisque maintenant c'est mon métier, donc tu peux te dire c'est paradoxal. C'est pas le consulting que j'aime pas, c'est la vente de temps. J'avais du mal à me dire, et quand t'es junior, tu fais ce qu'on te dit. On t'a vendu 10 jours, tu es prié de faire ton travail en 10 jours. Le problème, c'est que moi, je faisais mon travail en 5, 6, et j'avais 4 jours où je m'asseyais à un endroit stratégique du plateau pour qu'on voit pas mon écran et je faisais autre chose. Ouais. Juste parce que j'avais... Ça, 10 jours avaient été facturés. Exactement. Donc, je suis priée de le faire en 10 jours. Et quand je levais la main en disant, je préfère autre chose, on me disait, non, parce que si tu fais autre chose, il va falloir le facturer. Du coup, c'est une autre facturation, mais les gens vont pas comprendre pourquoi tu fais ça. Et là, je devenais schizophrène, en fait, en me disant, mais je peux pas faire semblant de travailler, en fait. Et je vais pas faire semblant de travailler moins vite. Soit j'ai un problème de charge, vous m'en mettez pas assez, soit il y a un problème d'organisation, mais il y a un problème, quoi. Et quand je lève la main et qu'on me dit non, reste tranquille, là ça m'était insoutenable. Donc c'était la première chose. Seconde chose, c'est que j'ai beaucoup été à Lyon et moi je vivais à Paris. Toute ma vie était à Paris, donc je prenais le train de 5h30 le lundi et je revenais le jeudi soir à 22h. J'avais le vendredi où je faisais mes notes de frais et le week-end à Paris et j'ai fait ça pendant 9 mois. Donc c'est à cette époque-là, quand t'es parti à IBM, donc Air France, du coup effectivement c'était à Paris. Mais quand tu faisais tes études avant d'histoire, tu habitais à Lyon ou t'étais déjà à Paris? Non, j'étais à Lyon. J'ai quitté Lyon à la fin de Normal Sup pour aller faire ma formation en apprentissage plus Air France. Et ensuite, je suis restée à Paris. T'es restée à Paris, exactement. Quoi. Et donc, il s'avère juste que t'avais des clients qui étaient à Lyon. Et exactement. Tu disais, okay. Je faisais les retours et j'ai fait ça pendant 8 mois. Et mon déclic, ça a été l'odeur de l'hôtel. Alors, tu te dis, qu'est-ce qu'elle raconte? J'arrivais à l'hôtel, c'était toujours le même. Ouais. Et l'odeur du hall d'entrée, qui avait une odeur caractéristique de je sais pas quoi, me faisait sentir à la maison. Tu sais, ce moment où tu rentres chez toi, tu ouvres la porte, tu te dis home sweet home. Ouais, exactement. Et je n'avais plus ça chez moi, mais je l'avais en passant la porte coulissante de l'hôtel où je me disais c'est bon, je suis bien.
on va me donner la clé, m'attendez. Ah, Madame Alessandra, 3e étage comme d'hab. On sait que vous voulez l'étage où il y a des baignoires. Vous nous dites ce qui va. On vous attend comme d'hab. Je suis une femme à baignoire alors. Ouais, je suis une femme à baignoire. Ah, j'adore ça. Le petit détail qui est pas passé à la trappe. Non, mais c'est exactement ça. Et donc là, tu te dis, en fait, c'est chaud de se sentir chez soi dans une chambre d'hôtel et pas chez soi. Et donc, j'avais demandé à mon employeur à l'époque 2 choses. 1, d'être rapatrié en Île-de-France pour juste rentrer dans mon lit, en fait, le soir. Et 2, de quitter le secteur de l'éducation et de tester un autre secteur d'activité, puisque je voulais pas être la madame normalienne qu'on met dans les écoles et dans exactement, les trucs, ouais. parce que ça passe très bien, donc c'est un bon argument de vente. Mais moi, j'avais envie de faire du conseil aussi pour me tester sur d'autres industries. Et on m'a dit, super, tu vas aller faire les propals pour l'université Paris-Descartes. J'ai fait, c'est une école quand même. Alors, j'ai 50% de mes exigences. Et une boîte comme IBM, ça me paraissait pas abusé de demander un secteur d'activité autre qu'un secteur d'activité mineur, quoi, tu vois. Et surtout qu'ils doivent avoir un portefeuille qui est tellement énorme. Et justement, c'est ça l'intérêt aussi d'aller chez eux. Mais j'étais la normalienne du coin et c'était pratique. Donc, je me suis dit, bon, là, ça va pas. Et je m'entendais pas très bien avec le management de l'époque. Donc, OK, fair enough. Et à cette période, Air France me rappelle en disant, on ouvre un poste de jeune cadre, donc pour de débutants, quoi, sur des projets de transformation digitale, postule. Et j'ai fait, OK, chance de ma vie, j'arrive. Donc j'ai fait la lettre de motivation en carré, un CV incroyable, enfin j'ai vraiment tout donné. Et j'ai eu le poste et c'est comme ça que je suis retournée chez Air France. Donc là, on est en 2017. Oui, donc en fait, et tu retournes chez Air France en interne. Exactement, ouais, en CDI, et donc j'y reste pendant 6 ans. Oui, donc là, pour une fois dans le trajet, tu te dis, OK, là j'ai vraiment un truc qui semble me botter. En plus, tu as accumulé quand même de l'expérience. Le fait d'être allé quand même en consulting, on a beau dire... j'ai tout appris là-bas. Du coup, c'était pas une bonne expérience humaine, mais techniquement, c'était une expérience où j'ai vraiment tout appris, quoi. Ouais. C'était ce que je me suis dit aussi. Je m'étais dit ça quand j'ai commencé ma carrière. J'avais commencé ma carrière dans un grand groupe américain. C'est juste qu'effectivement, j'ai pas appris grand-chose là-bas. Donc, je suis allé dans un truc très gros parce que je me suis dit que justement, ils doivent avoir un truc très structuré, etc. Au final, j'ai plus appris ailleurs, mais je peux comprendre que ça puisse être très formateur pour certains, quoi. Moi, encore une fois, je venais de Normal Sup Histoire, donc tout m'aurait paru formateur. Oui, effectivement. Sachant qu'en fait, juste, j'étais un alien, je venais pas de ce monde-là, donc en fait, c'était facile de m'apprendre des trucs puisque je partais de zéro. Mais t'as quand même développé cette capacité à apprendre et cette curiosité naturelle déjà de lire. Je suppose que déjà c'est quand même énorme comme compétence aujourd'hui et d'accumuler finalement de la connaissance et de réussir à la mettre en contexte, parce que tu vois. Avoir cette conversation, tu aurais très bien pu rester dans ton cadre littéraire à parler de choses superficielles, alors que justement ton pragmatisme a fait quand même la différence. Ouais, exactement. Mais ça, c'est, je pense, une de mes qualités, et c'est quelque chose que peu de gens ont, et je trouve que c'est dommage, c'est être un caméléon. C'est-à-dire que tu me mets dans un milieu de l'Opéra de Paris en train de discuter avec une coupe de champagne, je tiens la route. Tu me mets avec des développeurs à parler de dev, je tiens la route. Tu me mets avec des anciens chercheurs en gestion, je tiens la route. Enfin, tu vois, c'est... Parce que j'arrive à m'adapter à mon milieu, ce qui me demande un effort surhumain de le faire parfois, mais ça passe. Et donc c'est ce qui fait que les gens, comme ils ont l'impression que je fais partie de leur écosystème, oublient, et j'ai eu ça pendant ma thèse, oublient que je viens pas de là. Et donc ne comprennent pas comment j'arrive à mobiliser des connaissances ou des compétences qui sont complètement externes à ce milieu-là, ou me prennent pour un alien parce qu'ils voient bien qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Je vais te donner un exemple concret. Pendant ma soutenance de thèse, il y a un des professeurs de mon jury qui m'a dit « Mais j'ai eu l'impression de lire une thèse de littérature. Où avez-vous appris à écrire ?» Sous-entendu, une thèse de gestion est généralement écrite bof. Enfin, c'est écrit correctement. Oui. Et comment avez-vous pu avoir le temps de travailler, d'écrire une thèse, et plutôt une bonne thèse, et en plus que la qualité littéraire soit supérieure à la moyenne? Du coup, ça a flatté mon ego, tu vois. Je me suis dit, oui, je suis bien. Des fois, il faut, Exactement. Aussi, faut accepter. J'ai pris le compliment. Puis après, j'ai quand même expliqué la mystification qui est, non, je ne suis pas un génie. Vous avez juste oublié la moitié de ma vie. Je ne suis pas née, j'ai pas fait une école de commerce où j'ai travaillé à partir de 20 ans en faisant des stages, etc. J'ai fait une prépa littéraire, Normal Sup. Je viens de là quand même. Exactement. Au départ. C'est ça, mon milieu d'origine, en fait. Et ça m'a fasciné de me rendre compte à ce moment-là, dans un moment assez intense de ma vie, où il y avait une erreur de lecture sur mon parcours, alors qu'il y a écrit dans ma thèse que j'ai fait Normal Sup, de l'histoire, etc. Et il y avait une erreur d'analyse de mon parcours en oubliant cette part fondamentale qui est ce qui m'a construit et ce qui m'a appris à penser, à réfléchir, à écrire, et de s'imaginer que je fais de la gestion toute ma vie et du coup il y a un truc qui colle pas, qui est le niveau littéraire, quoi. Ce qui est intéressant, parce qu'au final les gens vont voir ce qu'ils voient, c'est-à-dire qu'ils vont rester là où tu es maintenant,
Alors qu'effectivement, toute l'histoire qui est derrière fait que tu es unique, même si tu as peut-être le même titre que quelqu'un d'autre. Exactement. Tu vois, tu es docteur, Pauline, Alessandra, mais même si d'autres personnes ont la même chose, leur histoire font quand même qu'il y a une différence dans leur parcours, dans la manière d'appréhender la chose, quoi. Et il m'a dit, normalement, les consultants écrivent mal. C'est plein de mots bullshit, creux. Et vous, tous les mots sont précis. Oui, parce que je suis une fausse consultante. Je suis pas une praticienne qui a appris à devenir chercheuse. Je suis une chercheuse qui a abandonné pour être praticienne et qui à un moment donné a repris. Mais du coup, le terreau fertile du début, il est toujours là, quoi. Et donc, ça joue en ma faveur parce que les gens oublient et donc je les surprends par une qualité de livrable final supérieure à ce qu'ils imaginaient. Donc, comme ils me sous-estiment et que moi je surdélivre, alors là, il y a un effet waouh qui marche à chaque fois et sur lequel moi je surfe, tu vois. Mais il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. Exactement. En même temps. Hein. Mais ça m'étonne toujours à quel point les gens parfois me sous-estiment. Et je m'en plains pas parce que c'est ce qui fait que derrière il y a un bel effet quand j'ai envie de faire un tour de magie, quoi. Tu vois, c'est le truc est sous leurs yeux, ils le voient pas. Tour de magie. Non, mais c'est vrai, tu vois. Et le lapin, voilà. Le lapin, il était vraiment assis à côté de toi, juste t'as décidé de pas le voir en fait. C'est ça. Tout à l'heure, je le caresse le lapin, je comprends pas, tu le voyais pas, etc. Mais effectivement, hein, je trouve que la beauté là de ce que tu nous dis, c'est qu'effectivement, ce passé d'histoire, qui est peut-être pas si commun dans, on va dire dans les environnements dans lesquels tu peux naviguer aujourd'hui, hein, de consultants, etc. ou autres, c'est aussi aujourd'hui la grande force de différenciation que tu as. Et aujourd'hui, ça veut dire que tu réussis quand même à utiliser le levier qu'il y a derrière. Parce qu'au final, on pourrait très bien avoir une personne qui est historienne, ou je vais plutôt dire enseignant-chercheur. L'histoire, c'est une chose, mais tu vois, juste le postulat d'enseignant-chercheur. Parce que les gens qui sont parfois trop dans la recherche, parce que moi, j'en ai eu des profs qui étaient enseignants-chercheurs, et on sent qu'ils sont pas profs, qu'ils sont enseignants-chercheurs, tu vois. Et je pense que dans le monde, en plus de l'entreprise, si tu étais juste resté enseignante-chercheuse, tu vois, et que tu devais expliquer des choses, ça se trouve, t'aurais justement apparu comme la personne qui est pas du tout pragmatique, parce qu'elle a effectivement des mots très précis, mais elle est dans son monde, quoi. Le monde qui n'est pas le monde réel. Et donc, t'as réussi à toucher aussi le cœur du problème des gens pour te mettre à un niveau qui est non seulement d'expertise en termes de vocabulaire et de qualité de livrable, mais aussi de pragmatisme pour toucher en fait aux objectifs des personnes. Mais ça s'apprend. C'est-à-dire que c'est pas inné, tu vois. Je pense qu'il y a une part de ma personnalité qui est comme ça et qui est à l'aise à la fois dans des trucs très conceptuels et en même temps qui a toujours été ancrée sur quelque chose de très pragmatique. Mais j'ai aussi pris des baffes, tu vois. Je me souviendrai toute ma vie en réunion dans la startup dans laquelle je bossais, je leur parle de stigmatisation organisationnelle, qui est un concept très connu dans la littérature en management, mais juste stigmatisation organisationnelle sortie comme ça de but en blanc dans une réunion. Les gens se sont arrêtés, m'ont regardé et ils ont ri. En disant, c'est l'intello qui intellectualise, en fait, tu vois. Je comprends, Pauline is being Pauline, quoi. Et t'es là, en fait, non, il y a un vrai, il y a un vrai sens derrière, il y a un message que j'essaye de faire passer. Et le fait qu'il se marre, moi, ça m'a vexé comme un pou, tu vois. J'imagine, oui. Il y a une part de moi qui s'est révoltée en disant, vous êtes tous cons et restez cons, tu vois. Ça, et donc, du coup, tu dis, restez avec votre médiocrité. Mais tu vois, il y a un truc très égotique qui commence et qui est, t'as pas envie qu'on ait une discussion importante sur un sujet important, mais écoute, va te faire voir, quoi. Et il y a une partie de moi qui disait, mais en fait, c'est juste de ta faute. Si t'avais pas utilisé des grands mots et des grands concepts et que t'avais fait passer le message différemment, alors la qualité de ce que tu avais envie de dire serait passée et on t'aurait réussi à faire ce débat. Donc il a fallu qu'on se moque de moi aussi, tu vois, et qu'on me reproche d'être trop intello, ce qui a été longtemps un peu moi, ma qualité et mon défaut, quoi. Et donc je l'ai longtemps vu comme un défaut avant qu'on m'aide à le voir comme une qualité. Mais c'est aussi toujours une question de positionnement sur comment tu fais passer un message en t'adaptant vraiment à l'audience que tu as en face de toi. Quand tu es avec des enseignants-chercheurs, tu parles de stigmatisation organisationnelle, c'est comme parler d'un café, quoi, tu vois. Mais par contre, en plein milieu d'une réunion, sur des choses très opérationnelles où personne ne comprend de quoi tu veux parler, tu balances ça, c'est un pavé dans la mare, quoi. Il y a deux choses qui émergent dans ma tête avec ce sujet-là, c'est que, effectivement, pour affiner notre compétence, soit on est un génie, et auquel cas, tu vois, on réussit à toucher toujours pile poil ce qu'il faut, etc. Mais des fois, on a besoin de recevoir des coups. Le coup, ça nous permet juste de nous remettre dans les rails à un instant T. Donc, en fait, au final, c'est une sorte d'erreur. Et encore une fois, c'est contextuel. C'est-à-dire que, est-ce que tu as fait une erreur en tant que telle? Non, mais ça a été considéré comme étant, ça a été mal reçu à ce moment-là. Mais c'est ce qui t'a permis de réajuster, au moins de te poser des questions. Ce qui est déjà énorme. Ça veut dire qu'il y a des gens qui auraient juste pu rester de toute façon, ce sont tous des cons. Et je me barre, potentiellement, ou je vous fais la tête, ou etc. Bref. Donc ça, c'est un premier aspect qui me paraît vachement important dans ce que tu dis, c'est que, en fait, recevoir des coups, ça fait partie du jeu. Et en fait, recevoir des coups, tant que ça nous fait pas trop mal, en fait, ça peut être apprenant. Et le deuxième aspect que je trouve intéressant, et je sais pas ce que tu en penses,
Mais il y a beaucoup de personnes dans leur métier qui n'ont pas forcément une culture ou qui se forment pas au-delà de simplement ce qu'on leur demande de faire. Ce qui fait que quand tu commences à amener des thématiques comme ça conceptuelles, au lieu d'avoir la curiosité de se dire mais c'est quoi ce truc? Et en fait, je suis curieux de savoir ce que c'est parce qu'il s'avère que je connais pas. Il y a un peu une sorte de défense automatique qui se met en œuvre face à de l'intellect. Et je sais pas trop, tu vois, ce que toi t'as pu voir en entreprise, mais c'est vrai que moi j'ai l'impression des fois que les gens sont très la tête dans le guidon, quoi. Ils font ce qu'ils ont à faire. Mais cette ouverture intellectuelle de se former, d'avoir cette curiosité, c'est pas quelque chose qui est super naturel. Non, et c'est aussi très français. Dans le sens où, tu vois, comme l'éducation est gratuite, ce qui est une très bonne chose, on considère ça comme un acquis. Et dès qu'il faut commencer à payer pour une éducation, t'as l'impression que c'est pas normal. Puisque t'as passé 20 ans à avoir des études gratuites, même 25 si tu comptes que si t'as fait une fac et que t'as payé 300 € ton année, quoi. Donc t'as un rapport au savoir qui est complètement biaisé parce que tu le considères pas comme un privilège, mais presque comme un dû. Et donc, je me souviens me faire moi-même la réflexion de me dire en entreprise, on me forme pas assez. C'est à l'entreprise de me former, tu vois. Elle me donne pas assez, quoi. Oui, et d'être dans une logique très attentiste sur le savoir. Et donc ça, je pense que c'est une première chose. Et après, là, on a un rapport aussi très français, ce qui fait la qualité, je pense, de nos chercheurs, puisqu'on est très théoricien. Tu vois, quand tu regardes en mathématiques, on est parmi les meilleurs au monde sur les mathématiques fondamentales, tu vois. Parce qu'on a une capacité de conceptualisation très forte et qui naît très tôt. Quand tu regardes le système scolaire, il est vraiment construit comme ça. Mais ça crée une défiance énorme quand, en fait, tu te rends compte qu'au travail, ça, c'est pas considéré comme une source de performance. Ce qui va être la source de performance, ça va être la qualité de tes livrables, leur rapidité, ta capacité d'exécution, etc. Il faut attendre quelques années de monter dans l'échelle hiérarchique avant que cette capacité... Un peu stratégique. Oui, exactement. La conceptualisation, c'est juste une capacité stratégique. Et comme c'est réservé aux managers, aux top managers, etc., le faire trop tôt, c'est soit tu mets les gens en difficulté parce qu'ils ont l'impression, mais j'ai déjà eu ce cas avec des managers qui se sentent un peu en danger parce qu'ils se rendent compte que en fait, t'as les mêmes capacités que, voire mieux intellectuellement, mais simplement ça les insécurise eux. Et donc là, t'as une relation bizarre. Soit t'es dans une situation où on te dit bon, allez dans la lune, quoi. En gros, le conceptuel, c'est trop théorique, tu vois, c'est ce qu'on me dit tout le temps, t'es trop académique. J'ai mis du temps à comprendre que le trop académique voulait dire ce n'est pas assez concret et ce n'est pas assez proche de problématiques opérationnelles du quotidien. Ouais, je comprends pas pourquoi tu me dis ça alors que j'ai l'impression que ça n'a rien à voir. Exactement. Alors qu'en fait, c'est juste que le lien se fait pas parce qu'il n'est pas compris. Et donc, t'as cette défense qui a quand même été longtemps la mienne, qui est vous êtes tous des cons. Puis après, t'as pourquoi je n'arrive pas moi à vulgariser ou à rendre les choses, à faire le pont, quoi, tu vois, entre les deux. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et du coup, tu as eu cette expérience d'un chef où tu sentais que tu l'avais mis en insécurité justement par ces concepts que tu amenais? Oui, et c'est très difficile à vivre parce que... Ça te bride? Oui, j'ai mis du temps à comprendre que j'étais pas responsable de l'insécurité de l'autre. Mais je veux dire, je l'ai compris l'année dernière peut-être, tu vois, donc maintenant que je suis entrepreneur, ça me sert avec mes clients. Si tu veux signer un client, t'as intérêt à ce qu'ils se sentent pas insécurisés en ta présence, quoi. Oui, tout à fait. Et en même temps, je comprenais pas pourquoi les gens, je me dis, mais en fait, je sais pas, j'ai 26 ans, 27 ans, j'ai 1 milliard de trucs à apprendre, pourquoi on n'arrive pas à avoir un débat serein? Pourquoi tu te mets dans des positions où c'est des adultes, entre guillemets, qui ont 45, 50 ans, qui sont insécurisés face à quelqu'un qui pourrait être leur fille, quoi. Et ça, en fait, je dis que je l'ai compris, je l'ai jamais compris, mais j'ai fait avec. Et donc, je me suis dit, en fait, peut-être que je vais toucher du doigt un truc, tu vois, leur propre syndrome de l'imposteur ou un traumatisme dans l'enfance de je sais pas quoi, mais on n'arrivait pas, tu vois, à être sur la même longueur d'onde, quoi. Et moi, à un moment donné, je peux pas être comme un lion en cage, quoi. Faire semblant que je suis pas qui je suis, c'est pas possible. Oui, déjà, de toute façon, on le voit bien dans ton parcours. Hein. On a voulu t'enfermer à te trouver un parcours avec des examens, des choses comme ça. Déjà, tu les passes. Jusqu'à encore aujourd'hui, hein, ouais, c'est pour dire quand même. Donc effectivement, je pense que t'enfermer comme ça. Mais c'est intéressant parce que ça montre bien la difficulté relationnelle parfois qu'on peut avoir avec cet intellect qui fait partie de toi, de ta formation et puis vraiment de qui tu es aujourd'hui. Et comment est-ce qu'elle peut être appréhendée? C'est-à-dire qu'il y a une différence entre avoir cette intention de mettre mal à l'aise les gens, la perception que les gens ils ont quand tu sors justement cette stigmatisation organisationnelle, tu vois, et puis ensuite comment tu crées la relation pour expliquer, ok, moi j'apporte ça sur le plateau que peut-être vous aviez pas, mais comment est-ce que ça peut être utile à tout le monde? Et puis peut-être toi aussi tu t'adaptes, etc. Donc c'est vraiment un changement de regard aussi sur la diversité. Mais il faut aussi savoir quand est-ce que t'es pas à la bonne place. Moi, je me suis aussi beaucoup suradaptée, et à un moment donné, j'allais au travail avec la boule au ventre, et le jour où j'ai su que j'allais partir d'Air France, c'est le jour où je suis montée dans le RER et j'avais eu envie de pleurer. J'avais vraiment les larmes aux yeux en me disant mais
Il est 8h30 du matin, je suis dans le RERB, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de voir les gens que je vais voir dans 1 heure, j'ai pas envie de travailler sur les sujets sur lesquels on m'impose de travailler. En fait, il y a rien qui va. Alors, c'est un sport de riche de se dire ça, parce que je suis bien payée, je suis pas avec des gens méchants, je suis pas dans un environnement toxique, je suis pas harcelée, tu vois. Mais t'as un désalignement où je me suis dit, en fait, cette place, elle est super, mais elle est juste, c'est pas la mienne, en fait. C'est celle de quelqu'un d'autre, et peut-être que quelqu'un d'autre sera nettement plus heureux que moi à ce moment-là. Mais je peux pas aller la boule au ventre au travail. Enfin, c'est pas possible. Mais justement, je trouve ça dommage qu'on croit que c'est vraiment un problème de riche, parce que du coup, au final, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? C'est qu'on est en train d'exprimer notre propre identité, nos propres envies, oui, quoi. Chose qu'on nous a empêché de faire toute notre vie. On nous a dit, c'est comme ça que tu dois faire. Et si tu fais quelque chose d'autre, tu es une mauvaise personne. Hein, tu vois. Et au contraire, je trouve que c'est vachement beau de dire, je l'ai ressenti, je l'ai vécu, je l'ai accepté. Et ensuite, c'est est-ce que j'en accepte les conséquences, le cas échéant, hein. Alors, moi qui ai fait ce trajet un petit peu aussi, et puis le RERB, je pense, est connu dans le monde dès que... C'est marrant quand même de dire que les touristes, c'est la première chose qu'ils voient, hein, le RERB. Je peux comprendre d'avoir la boule au ventre comme ça, mais ce que je trouve intéressant, c'est OK, tu as ressenti ça, donc quelque chose qui était peut-être intangible avant est devenu tangible chez toi, qui t'a donné envie de faire le pas suivant. Donc là, tu travaillais à Air France, t'avais ton job, t'as passé 6 ans quand même, probablement avec plein de choses à l'intérieur. Peut-être que t'as pas fait les mêmes choses à l'intérieur. Tous les 2 ans, un peu moins, j'ai changé de job. Donc 3 jobs. Ouais, 3-4 jobs, exactement. Et à chaque fois, c'était à la fois très transverse, très prenant, très stimulant. J'ai toujours été au niveau direction générale, donc j'avais une vue 360 de l'entreprise. J'avais des responsabilités. Enfin, il y avait rien en fait sur le papier qui. En fait, j'avais une manager incroyable qui, je pense, s'est retrouvée en moi. Et elle s'est dit, Pauline, c'est moi il y a 10 ans. Et on avait plein de points communs émotionnels, intellectuels. Et c'est resté une très, très bonne amie aujourd'hui. Et quand cette personne-là est partie, il y a un truc qui s'est cassé parce que j'ai perdu cette bulle de protection managériale. Et elle m'offrait vraiment... je faisais ce que je voulais, du moment que je lui en parlais, et qu'elle voyait... Elle voyait certainement des ramifications que je voyais pas, tu vois, mais qui n'étaient pas problématiques. Et donc, c'est comme si j'avais tout le temps une bulle de protection où je pouvais tenter des trucs. Et si jamais ça ratait, je savais que j'avais une directrice générale adjointe qui allait dire non, c'est bon, je gère, ou je prends ma part. Enfin, tu vois, c'est comme si elle assumait avec moi la responsabilité. Ça, c'est incroyable. Et le jour où j'ai perdu ça et où on m'a demandé tu vas faire ça et tu vas rester dans le rang et t'es prié de tout ce que tu faisais à côté là, c'est sympa mais on va arrêter. Il y a un truc qui s'est un peu cassé où je me suis dit j'ai perdu ce qui me faisait vibrer en fait. Ce qui me faisait vibrer, c'était pas les projets de l'entreprise, c'était la liberté que j'avais et qui m'était offerte par un manager. Et donc en partant de là, je suis restée encore 3 ans, je crois, non 2 ans. Et là, c'était une longue descente, tu vois, en me disant, en fait, je suis plus à la bonne place, mais parce que je trouve pas ma place ici. Et donc, il faut que je parte. Sur les 6 ans, tu fait 3 ans, et après encore 3 ans, le temps, en fait, de te rendre compte. À peu près. Et c'est marrant, hein, ça, c'est probablement un futur épisode que je ferai, mais ces petites personnes, je vais pas les réduire parce que c'est pas du tout mon intention, mais ces personnes qu'on rencontre et qui nous amènent, en fait, à créer un environnement où on se sent bien, quitte à nous aider, en fait, à faire le pas suivant. Tu vois, j'ai eu un mentor, c'est vraiment une personne qui m'a aidé à structurer, à me rassurer en fait aussi, des fois avoir cette conversation que des fois tu peux pas avoir avec les gens. Avec d'autres, tu sens qu'il y a une compréhension, il y a un soutien un peu inconditionnel. Et effectivement, je comprends que quand on le perde, ça puisse être un peu déstabilisant. Hein. Moi, ça a été pareil quand on était dans la même boîte et moi j'avais des envies d'ailleurs. Et je me rappelle quand je lui avais dit, on a eu cette conversation, c'est ce qui fait que je suis encore là, c'est parce que je sais que si je vais ailleurs, je vais perdre ce truc-là. Ce qui est marrant parce que toi, du coup, cette perte t'a été imposée. Mais moi, c'est le moment où j'ai dû faire le choix de me séparer. C'est dur, ouais. Ce qui est aussi difficile. Et donc, du coup, tu sens ce truc dans le RER. Donc, est-ce que ça, c'est au bout des derniers 3 mois ou est-ce que c'est un peu au milieu des 3 mois qui restent? Bon, on va dire que c'est 6 mois avant que je pose ma démission. Ok, d'accord, ouais. Un peu moins, 4 mois, ouais. 4-6 mois. Et là, crise existentielle de qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi l'étape d'après, c'est ça? Ouais. J'étais persuadée que je devais aller faire du conseil en stratégie. Parce que j'étais avec un homme à cette période qui faisait ça et qui le faisait bien et qui était passionnant dans ce qu'il disait et les enjeux qu'il traitait. Et en même temps, je me disais, je peux retourner dans le conseil, il y a une diversité d'enjeux, etc. et ça va me botter. Et en même temps, rentrer dans les gros cabinets de conseil en stratégie, c'est l'exact opposé de qui je suis. C'est-à-dire que c'est des formats rigides. On cherche pas des gens forcément très intelligents ou forcément très cultivés, mais c'est des gens qui sont formatés et qui tolèrent ce formatage. T'as des épreuves qui sont bête et méchante. C'est pas comme un concours d'entrée, en fait. Tu vois, on te demande combien de balles de ping-pong on peut mettre dans un Boeing. Voilà. Donc, c'est à toi pas de trouver la bonne réponse, mais de trouver la logique qui va te permettre d'arriver à une réponse honorable. Et le tout avec pas mal de calcul mental, qui est mon point faible numéro 1. C'est-à-dire que vraiment, je suis une littéraire pure souche. Donc,
me demander de calculer le diamètre d'un Boeing, puis le diamètre d'une balle de ping-pong, puis de faire des multiplications à n'en plus finir pour trouver combien de balles de ping-pong, sachant si on enlève les sièges ou pas. Enfin, ça, c'est cauchemardesque pour moi, quoi. C'est vraiment... Oui, donc toi, en fait, la partie intellectuelle qui fait vraiment ta force, c'est plutôt la création de liens littéraires, finalement. Oui, mais en fait, je vois tout de suite la logique. Je saurais te faire la démarche intellectuelle pour remplir ton foutu Boeing de balles de ping-pong. Mais je ne connais pas la formule du diamètre et je suis pas capable de te faire 72 x 42. Ok, à la louche, on va dire que c'est 70 x 40. Je sais pas faire ça, en fait. Ouais, je comprends. Donc, je sais te l'écrire, te dire voici toute la démarche qu'il faudrait faire. Mais par contre, l'opérationnaliser, je sais pas faire. Et non seulement je sais pas faire, mais je panique. Et donc, du coup, j'y arrive encore moins, quoi. Ouais. Et je me suis forcée pendant 3 mois à faire ça. Et pendant 3 mois, j'ai été dans un stress constant qui était je sais que je peux faire ce job, je sais que je serai pas mauvaise et je sais en plus que ma relation avec mes clients serait bonne parce que justement j'apporterai quelque chose de différent, mais je vais pas réussir les examens parce qu'on va me dire que t'es trop nul en calcul mental et que t'as perdu tes moyens dans un moment où t'aurais pas dû les perdre. T'as pas les critères minimum en tout cas pour rentrer. Ouais. Et donc en fait c'est juste le signe que je suis pas faite pour ça, quoi. Mais ça m'a pris 3 mois de me rendre compte et donc ce qui était un peu long. Ouais, ce qui est encore vachement rapide par rapport à beaucoup de gens oui, qui mettent 40 ans. C'est vu comme ça. Et en fait, à ce moment-là, il y a une offre d'emploi dans une start-up dans l'hydrogène qui me paraît bien parce que c'est un poste de chief of staff et j'adorais. Maintenant, j'adore un peu moins, mais les postes de chief of staff que j'ai déjà occupés 2 fois chez Air France parce que c'est 360. On te demande des compétences analytiques, d'organisation, de compréhension des opérations, de communication. Tu vois, c'est une large palette, un peu touche à tout. Est-ce que du coup, tu peux nous le décrire en quelques phrases pour les personnes qui ne connaîtraient pas le métier en lui-même? Ouais, Chief of Staff, c'est un anglicisme affreux pour dire bras droit. On n'a pas trouvé mieux parce que c'est bras droit, mais c'est pas stage de fin d'études bras droit de CEO de start-up, quoi. Parce que ça, il y a un côté assistant à tout faire. Théoriquement, quand le poste est bien construit, tu es le deuxième cerveau du CEO et en même temps, tu n'as aucun pouvoir hiérarchique. Donc, tu n'as qu'un pouvoir d'influence sur les choses et les gens, et tu as surtout une vision 360 de l'entreprise. Donc, tu as un mandat, mais Exactement. dans la structure organisationnelle, tu n'as pas un truc particulier, quoi. Tu n'as pas d'équipe, tu n'as pas d'autres responsabilités que celles que vont t'attribuer le CEO. Et moi, j'adore, parce qu'en fait, c'est plus dur d'avoir un pouvoir d'influence que d'un pouvoir hiérarchique. Pouvoir hiérarchique, à un moment donné, tu peux taper du poing et tout le monde va te détester, tu vas être un manager atroce, mais le système est pyramidal et te l'impose. Quand le système est pas pyramidal, là, ça devient rigolo, parce que tu es obligé de travailler un peu, de faire un peu de politique, de vraiment comprendre les leviers des gens, de voir comment tu peux essayer que tout se passe bien, etc. Et moi, ça me va bien des postes flous, en fait. Plus c'est flou et en même temps hiérarchiquement proche du soleil, et plus je m'amuse parce que en fait, je peux construire le poste à ma façon, quoi. Mais t'as une liberté, en fait, d'action Exactement. à l'intérieur, ouais. Et en même temps, comme t'es proche de direction générale, du coup, t'es pas bloqué par un middle manager au milieu qui va te dire que c'est pas possible ou que on n'a pas le budget ou que ce que tu veux, quoi. T'es suffisamment haute pour aussi pouvoir prendre des décisions. Oui, exactement. Ouais. Ou souffler dans l'oreille de ceux qui... Murmurer des petits mots, ouais. Mais moi, chez Air France, là, j'ai passé 5 ans à faire ça, en fait. Donc, c'est quelque chose qui m'épanouit. Et donc, je trouve cette offre d'emploi. Le projet est super. Je me dis, l'hydrogène, ça reste dans l'industrie des transports. Le projet était de construire une voiture automobile propulsée à hydrogène. Donc, c'est dans les transports. C'est une start-up. Et donc, ça correspond bien à mon envie de tester autre chose que les grands groupes. Et puis, je cherche maintenant, quoi. On me dit, OK, en fait, ça me soulage de mon traumatisme des calculs mentaux. Oui. Je peux en même temps partir d'Air France, rester dans un secteur d'activité qui me passionne. Est-ce que tu prends le RER B pour y aller? Et non, c'était dans le 16e arrondissement. Ça, gros critère. Alors, en vrai, c'était 35-40 minutes quand même de transport. Ouais. Mais plus de RER, télétravail, machin à fond, bref. Et donc, clairement, je passe les entretiens. Alors, je court-circuite tout parce que j'écris directement au président de l'époque sur Twitter qui me répond. On se rencontre 2 jours après dans un événement aéronautique où en fait il intervenait. Ça match plutôt bien. Le soir même, je rencontre le CEO qui me fait un entretien de 10 minutes montre en main. Ça match. Je vais voir la RH qui me dit je t'envoie directement pas de promesse d'embauche, que dalle, le contrat, tu signes, terminé. Mais du coup, c'est une embauche. Ouais. Là, t'es pas en consulting. Non, OK. embauche. Et il me dit, bon, ben voilà, c'est fait. Enfin, et donc, c'est le soleil qui apparaît, genre, je vais pouvoir arrêter de faire ce que je n'aime plus chez Air France, m'inventer une nouvelle vie, machin. Moi, tu vois arriver la galère dans mon discours, qui est que ça s'est hyper mal passé pour plein de raisons différentes. Des raisons économiques, des raisons managériales, des raisons de positionnement du poste, des raisons c'est quoi? Donc, positionnement, c'est la vision que eux avaient de ce que tu voulais amener, ça ou du champ de responsabilité. En gros, pour la faire courte, ils ont recruté 3 profils avec 3 titres différents, mais qui faisaient la même chose. Donc,
De 3, on est passé à 2. Il y a quand même une fille que j'ai rencontrée qui était très charmante, qui était recrutée sur le même job que moi. Et en fait, il lui avait dit oui, promesse d'embauche. Et en fait, ils lui ont dit finalement, on a trouvé mieux, merci, au revoir. Ah ouais, carrément. C'est là, mais c'est hyper cavalier. Enfin, en fait, c'est-à-dire qu'ils ont, en fait, pendant un certain temps, ils ont pris 2 personnes, un peu pour les voir sur le terrain, quoi. Bah, même pas, parce qu'en fait, elle devait commencer 1 mois et demi plus tard, puis finalement, on l'a appelée en lui disant, bah non, en fait, on a trouvé Pauline, merci, au revoir, quoi. Ah oui. Je te dis pas que la position dans laquelle ça m'a mise. Bah oui, c'est sûr, ouais. Mais après, c'est le côté un peu foisonnant de la start-up. Les startups sont quand même pleines d'erreurs humaines ou de... Il y a un côté extrême, quand même, des choses. Oui, ouais. c'est ça. Mais j'étais vraiment mal à l'aise. Mais quand on s'est rencontrés, elle l'avait pris avec une extrême philosophie. C'est quelqu'un de très charmant et surtout après, elle a trouvé un poste génial dans lequel elle s'épanouit aujourd'hui. Donc, tu vois, j'ai l'impression que le karma oui, c'est ça. l'a protégée de moi, la galère que j'ai vécue derrière. Parce qu'ensuite, on était 2 sur le même poste, qu'on n'avait pas les mêmes titres, mais on faisait la même chose. Et moi, je suis pas bonne dans la compétition comme ça, tu vois. Enfin, je suis plutôt dans une logique de collaboration. Et donc, je me suis fait cornériser, je me suis auto-cornérisée. Et j'étais dans une situation où j'ai vu 1 milliard de dysfonctionnements. J'ai fini par ne plus croire en projet. En fait, mon job n'avait plus aucun sens, quoi. Je me suis dit, mais en fait, je suis l'assistante de direction la plus chère qui soit pour un épanouissement intellectuel qui est à moins 100 000, tu vois. Par contre, j'ai rencontré des personnes incroyables. Ça, c'est au moins humainement, ça tenait bien. Mais professionnellement, je comprenais pas ce que j'étais en train de faire. Et donc, cette fameuse boule au ventre que tu avais eue là dans le RER, etc. Ah bah j'avais la même, mais dans le métro maintenant. Ouais. Ligne 10. Donc j'ai juste transféré, tu vois, le problème. Donc c'est revenu en tout cas, ouais. Ouais. Et en fait, mon problème s'est arrêté de lui-même puisque je me suis fait licencier. Là, l'entreprise n'a jamais levé de fonds. Et donc, il n'avait plus les moyens de payer les salaires. Et comme j'étais encore en période d'essai, plus facile. Ouais. Un jour, j'ai reçu un coup de fil. C'est fini, tu pars ce soir. Merci, au revoir. Ce soir. Ouais. Ah ouais. Ah, c'était très charmant. Donc du coup, toi qui avais quand même cette tendance à, tu vois, à regarder devant, te dire qu'est-ce que je vais faire, un peu planifier la chose. Donc du jour au lendemain, véritablement là, du coup, t'es sans rien. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce qui te fait faire le pas suivant? Alors j'avais quand même vu le vent tourner. Donc quand ils m'ont appelé, en gros, je savais que j'allais me faire licencier dans la semaine. Donc j'attendais juste de voir le nom du CEO sur mon téléphone et de me dire ça y est, c'est maintenant, quoi. Ouais. Et je lui ai dit c'est 4 vérités. Je pense que j'ai jamais été aussi peu sympa avec une personne, mais c'est sorti, tu vois. Et à un moment donné, j'avais des choses à dire et j'ai été très désagréable. Et je pense qu'ils s'en foutaient. Mais moi, ça me fait du bien. Bah, au moins, je suis partie la tête haute, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis tu sors les trucs que t'as gardés pendant un certain temps. Exactement. Et ensuite, au chômage, quoi. Et donc là, j'ai eu un moment hyper bizarre je suis surdiplômée, j'ai un CV super. Et non seulement je suis au chômage, mais en plus, quand je postule, je reçois le mail 3 semaines plus tard qui me dit merci de votre candidature. Malheureusement, nous avons décidé de pas donner suite. Le truc automatique, là. Tu me dis, mais en fait, c'est quoi mon problème, quoi? Et j'ai eu un problème d'identité à cette période où je me souviendrai toute ma vie d'aller chez le coiffeur et de me dire, bon, la coiffeuse va me discuter avec moi, elle va me demander, vous faites quoi dans la vie? Et je sais pas quoi répondre. Parce que, concrètement, je suis doctorante, mais j'ai jamais considéré que c'était mon identité, tu vois, que c'était mon... Et la réalité, c'est que c'était chômeuse. Mais en même temps, j'avais super honte de dire ça, alors qu'en fait, j'ai pas décidé, tu vois, de me faire licencier. J'avais vraiment un espèce de flou où je savais pas comment dire que là, je suis paumée, quoi. Et c'est quand même, alors je vais pas dire marrant, parce que c'est pas marrant en soi, mais c'est incongru un peu cette situation-là, parce que au final, on se définit beaucoup par ce que l'on fait ou les diplômes que l'on a, en France en tout cas. Et on n'arrive même plus à converser avec des gens lorsqu'on n'a plus justement cette assise. Enfin, je trouve que ton exemple est super parce que c'est heureusement on a passé autre chose, tu vois. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient se reconnaître. Ils disent, ok, aujourd'hui, je suis chômeur. Fondamentalement, il y a rien de mal à être chômeur. Tu vois, au demeurant de comment tu utilises le système, etc., c'est encore autre chose. Mais il a été fait pour au départ. Et au contraire, c'est le bon moment pour réussir à te définir toi-même avec des choses qui te plaisent. Donc, je trouve ça toujours un peu dingue de se dire, effectivement, on se sent coupable de notre situation de par ce que la société peut nous amener comme code et normes. Ah, moi, le sentiment que j'avais, c'est un vrai sentiment de honte. J'ai pas le droit d'être dans cette situation en ayant tant travaillé, fait tant d'études. Je suis censée être un pur produit du système, donc pourquoi j'y arrive plus, quoi, tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai quitté un job dans lequel j'étais pas très heureuse, mais en même temps, ça allait, tu vois, j'aurais pu continuer. Là, j'avais vraiment un problème de sens et d'envie d'alignement, mais bon, ok, j'aurais pu aussi continuer. Et j'ai tout quitté pour une boîte qui me met à la porte moins de 6 mois où j'ai été malheureuse. Et tu te dis, mais très bon choix du docteur Pauline Alessandra. C'est ça, du docteur. Qui n'était pas encore docteur à l'époque. Et je me dis, il va falloir réinventer un truc, quoi. Et du coup, je passe tout le mois de décembre donc là, on est en 2022.
à peu près, ouais. Il y a pas si longtemps, alors. Non, t'as vu ce que je te raconte, c'est marrant, récent. ouais. Et donc, je passe tout le mois de décembre 2022 à broyer du noir et à me dire, je vais déjà me reposer parce que j'étais vraiment sous pression et puis on va voir ce que j'arrive à inventer. Mais c'est-à-dire que 2022, excuse-moi, je te coupe juste là, mais du coup, le confinement, tu l'as passé à la start-up Non, ou à chez Air France. Ah, ok, chez Air France. Et donc, c'est après le confinement que du coup, t'as bougé. Ouais. Ok. Confinement d'ailleurs que j'ai vécu confiné, mais travailler à Air France pendant le Covid, c'était épique. C'est épique. J'étais dans le seul département qui ne savait plus comment gérer la masse de travail qu'il y avait, ce qui est complètement paradoxal puisque tous les avions étaient par terre. Donc 99% de la société était en train de broyer du noir en se disant mon Dieu, qu'est-ce qu'on s'ennuie, on n'a plus rien à faire. Activité partielle, longue durée, etc. Et moi, je travaillais au département du programme des vols qui devait prendre des décisions hyper stratégiques sur quel avion on garde, quel avion on confine, qu'est-ce qu'on met dans les avions, puisqu'on peut pas mettre des gens, comment on va mettre du cargo, etc., etc. Donc c'est pas moi il y avait une équipe, je sais pas, il y avait une centaine, un peu moins de 100 personnes, et eux, ils travaillaient mais comme des dingues. Et comme moi, j'étais chief of staff de la directrice générale qui était en charge de ça à l'époque, c'était l'horreur, quoi. Très impressionnant, mais pas du tout reposant, quoi. Ouais, bref. Excuse-moi, j'ai juste une parenthèse que je me suis dit, tiens, mais du coup, à quel endroit c'était? Non, ouais, c'était Air France où j'ai vraiment beaucoup travaillé. Donc 2022. 2022. Donc là, on arrive à janvier 2023. Et là, j'ai une ancienne collègue qui est consultante indépendante qui me dit j'ai besoin d'un nouveau site web. J'ai vu que tu t'ennuyais. T'as pas envie de me le faire. Motivation. Tu deviens webmaster, tu sais. Non, mais oui, complètement. Oui, tu sais écrire, tu sais présenter. Ok, j'ai que ça à faire. Allons-y, tu vois. Et en fait, c'est elle qui me dit, mais pourquoi tu montes pas ta société, trouve des clients. Et moi, j'avais un problème complexe, ce qui est pas compliqué, mais qui est qu'à cette période-là, j'avais été admise à l'université de Cambridge pour ma thèse. Et donc, c'était un visiting de 2 mois, un peu plus. Et ça collait pile avec une période où j'aurais été, si j'ai trouvé un CDI dans le laps de temps tout à fait normal qu'il aurait fallu que ça prenne, alors ma période d'essai serait tombée pendant Cambridge. Et donc, il fallait que je fasse un choix entre aller à Cambridge ou retrouver un CDI assez vite. Sachant que là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu étais encore en train de chercher un truc pour faire des études. Non, parce que c'était ma thèse. Ma thèse, je l'ai commencée en 2020. Donc, j'étais à la moitié de ma thèse. D'accord, mais je veux dire, quand est-ce que tu t'es dit que tu allais faire une thèse? Parce que moi, j'ai loupé ce petit moment-là. Ah, pardon, j'en ai pas parlé. Oui, parce qu'effectivement, c'est pas logique, hein, mais moi, je me dis, OK, là, on est en train de suivre des trucs pro, tu vois, elle rentre, elle a sa carrière, et puis d'un coup, c'est, ah oui, en fait, il fallait que je rentre dans Cambridge pour ma thèse. Mais ça veut dire que du coup, tu as toujours eu ce côté. J'ai commencé ma thèse à un moment donné. Ouais, mais du coup, ouais, si tu t'es dit, en même temps que je travaille, je vais aller vers le doctorat, parce que qu'est-ce qui t'a amené à te dire ça alors que tu commençais quand même à construire, tu vois, ton CV, etc. Le Covid. Ah, tu t'ennuyais trop, c'est ça? Alors que tu t'ennuyais pas, c'est ce que tu disais. Non, en fait, j'ai eu un problème de sens. C'est pas une question d'ennui, c'est un problème de sens. Je suis rentrée chez Air France 2016. C'est ce que je raconte tout le temps. Greta Thunberg, elle avait, 8 ans. Personne ne savait qui c'était. Et 2019, Greta Thunberg, elle a 17 ans. Non, du coup, elle a pas 8 ans. Mais bon, tu vois le calcul mental. J'ai un problème. En tout cas, elle était assez jeune pour être ignorée. Elle a fait un saut quantique, on va dire. Tu vois, c'est bien que McKinsey m'ait jamais recruté. Pour leur bien à eux et de leurs clients. Bref. Et donc, elle était jeune et ignorée. Et à 16-17 ans, on est en 2018-2019. Du coup, elle est la militante qu'on connaît, quoi. Elle refuse de prendre l'avion pour aller à l'ONU. Elle fait les premières manifestations de jeunesse pour le climat. Et là, le transport aérien commence à être stigmatisé. Ou en tout cas, pointé du doigt. Ce qu'on dirait en littérature, c'est contesté. Et là, je me suis vraiment dit, mais zut, j'ai commencé à rentrer chez Air France. J'avais jamais pensé à l'écologie, tu vois, les dimensions écologiques du transport aérien. Et on en parlait, mais c'était quand même liminaire, quoi. Il n'y avait pas grand-chose. Et là, je l'ai pris en pleine face et je me suis dit, mais en fait, je pensais, et je pense toujours que le transport aérien provoque des choses incroyables, permet la connexion, permet de créer des ponts, tu vois, entre les continents, entre les peuples. Ça a permis à beaucoup de gens de rencontrer d'autres cultures, etc. Et là, je prends une externalité négative en pleine face, tu vois, genre, en fait, ça fait pas que des choses bien aussi, le transport aérien. Et je trouve aucun livre sur le sujet qui me parle, parce qu'il y avait quelques livres, mais très militants, et du coup, je m'y retrouve pas. Et je me retrouve coincée dans un paradoxe qui est, j'ai l'impression de travailler pour Marlboro, tu vois, de vendre des cigarettes, mais sans le savoir. Et je découvre, en fait, que je travaille pour Marlboro, quoi. Je me suis dit, il y a forcément un juste milieu. Où se trouve-t-il? Comment je peux essayer de, moi, me positionner dans cet écosystème-là? Et comment, en fait, l'entreprise peut aussi s'en défendre? Parce que le transport aérien se défend très, très mal de ces accusations ou fait un discours très technique. Mais il n'y a pas de discours sociétal sur ce que le transport aérien permet dans le monde. Et du coup, j'ai creusé, j'ai rien trouvé. Et j'avais toujours cette petite voix. Souviens-toi de cette conversation 2015 avec ce professeur de l'EM Lyon qui me dit « Oui, le doctorat et travailler est difficile. » Il m'avait dit à cette période, tu peux faire un DBA. Le DBA, c'est le MBA version doctorat. Mais ça coûte très cher.
Ça prend du temps et tu fais ça généralement quand t'as 50 ans et une grosse carrière derrière toi. Et je me dis, oui, je vais faire un DBA et je vais essayer le pari que j'ai jamais tenté mais que j'aurais perdu, de le faire financer par Air France sur ce sujet, en me disant potentiellement ça intéressera. En plus, ça aurait pu leur être utile. Hein. Alors, je sais pas du coup si t'as réussi ou pas, mais du coup... j'ai pas tenté parce que avant de faire toute ma stratégie, j'appelle le seul enseignant-chercheur que je connais et qui est un grand professionnel du transport aérien, qui s'appelle Paul Chiambaretto. Que l'on salue. N'est-ce pas? Puisqu'il est devenu mon directeur de thèse en fait. Ah, en plus, ouais. Donc on se connaît très très bien. Je l'appelle ce jour-là, je lui dis, bon, j'ai un projet de faire un DBA, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu me conseilles? Il me dit, Pauline, tu vas pas faire un DBA, tu vas faire un vrai PhD, et voici comment tu peux le faire, voici les critères auxquels tu dois penser, voici les critères pour le directeur de thèse, voici les critères de la fac, voici... Il m'explique tout, mais de manière limpide. Et là, tout devient possible. Tu vois, en me disant, en fait, et si je faisais un PhD? Donc, je raccroche, je réfléchis un peu pendant l'été. J'en parle avec ma sœur, je me souviens tout le temps, on était à Manchester, dans un vieil hôtel désert, parce que c'était le Covid, et que, du coup, on pouvait rien faire à Manchester. Puis je lui dis, tu sais, je faisais une thèse. Mais vraiment au même degré que si on mangeait une pizza ce soir. Et elle a pas levé les yeux de son téléphone, elle m'a dit, ah oui, ça tirait bien. Comme, ah oui, une pizza, 4 fromages ou origan, on verra, quoi. Et c'est ces deux moments clés, tu vois, qui me font dire, ok, let's go. Et je rappelle Paul, et je lui dis, je crois qu'on s'est pas appelé, je lui ai fait un mail en disant, bon, voici ce que j'ai envie d'étudier, et j'aimerais bien que ce soit toi, est-ce que tu es d'accord pour m'accompagner? Et on s'est tapé dans la main en disant, c'est parti pour 4 ans, quoi. On savait pas que ça allait être un roller coaster comme ça, mais du coup, c'est devenu mon directeur de thèse comme ça. C'est là où je trouve que c'est marrant parce que quand on voit ton parcours, et nous on se connaît un tout petit peu aussi, je pense que j'aurais eu la même réaction que ta sœur, quoi. C'est une thèse, bah oui, vas-y, il y a pas de... Tu vois, alors que moi, ne serait-ce que d'imaginer aller dans une thèse, j'imagine que c'est monter l'Everest, tu vois. Alors que effectivement, je me serais dit, bah oui, bah vas-y, t'es pas ça prêt, tu vois. Après, il y a beaucoup d'ignorance de ma part. C'est-à-dire que je me suis lancée en me disant, ce sera un gros master, quoi. C'est pas vrai du tout. Mais du coup, il faut cette ignorance pour le faire, sinon tu le fais pas. Ouais, vaut mieux en fait, comme on dit, les imbéciles ne le savaient pas, donc ils l'ont fait, tu vois. Exactement. Là, j'étais la reine des imbéciles, là. Voilà. Et donc du coup, excuse-moi, j'ai fait cette parenthèse parce que je trouvais ça tellement marrant. Je me suis dit, en fait, voilà, il y a Cambridge, etc. Et donc du coup, tu as fait le choix à ce moment-là de faire quoi? C'est soit tu allais à Cambridge, c'est ça, tu disais, soit tu potentiellement t'avais une période d'essai, tu disais sur un CDI potentiel que j'avais toujours pas trouvé. Et donc, du coup, n'ayant jamais fait de Erasmus dans ma vie, c'était un regret que j'avais. Je me suis dit, c'est bon, t'es douché du monde professionnel en ce moment. T'as la chance d'avoir le chômage sur 2 ans, donc profites-en. Va à Cambridge. Ouais. Et c'est pas du temps perdu, tu vas améliorer ton anglais, tu vas connecter avec des chercheurs de très haut niveau, tu vas rencontrer des gens, profite, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, je suis allée travailler à Cambridge pendant un peu plus de 2 mois. Une expérience incroyable. Mais juste avant, je signe mon premier contrat grâce à cette fille qui m'a rappelé en disant, on a un contrat avec un grand groupe énergétique, on a besoin de mains, est-ce que tu as envie? C'est un projet de transfo. Sachant que c'était en plus lié avec l'automobile dont je sortais, donc j'étais pas totalement déconnectée. Je me dis, let's go. Je me dis, mais c'est marrant, je trouve 2 contrats en 2 mois. Mais du coup, là, tu es... freelance. Là, t'es free, mais t'es plus avec ton auto-entreprise que t'avais créée au départ. Là, t'as vraiment créé ta structure. Non, là, je suis encore avec mon auto-entreprise et avec l'idée que tout ceci est temporaire, va me faire un peu d'argent pour survivre à Cambridge, tu vois, parce que Cambridge, ça coûte cher, donc c'était bien d'avoir un peu d'argent. Et quand je reviens de Cambridge, je re-signe gentiment un CDI, quoi. Okay. Donc là, on arrive, je passe mes mois à Cambridge qui étaient incroyables. Entre-temps, je signe un autre client via une autre collègue qui me dit, en fait, il y a aussi ce besoin, etc. Puis j'en suis une amie qui là me dit, mais attends, mais si t'as monté ta structure, on a un truc pour toi. Et en fait, tu vois, j'ai à la fois jamais prospecté, en même temps, j'ai prospecté toute ma vie. Tu vois, c'est vraiment juste du réseau. J'ai juste levé la main en disant, au fait, j'ai un peu de temps et j'ai une structure si jamais il y a des gens qui veulent travailler avec moi. Et ça faisait 10 ans que je travaillais. Donc en fait, oui, il y avait des gens que j'avais rencontrés, qui m'aimaient bien ou qui m'avaient suivi sur ci et là et qui m'ont proposé des petites missions par-ci par-là. Et ce qui fait que je me suis dit, mais zut, en fait, j'arrive à un chiffre d'affaires qui est pas du tout honteux, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Et donc là, j'arrive à octobre-novembre 2023. Donc il y a pile 1 an à peu près. Et je me dis, bon, là, faut faire un choix. Puisque entre-temps, j'ai postulé à plein de trucs. J'ai même postulé 2 fois à une même société où j'avais très envie de travailler. Et 2 fois, ils m'ont dit non. Et j'ai même testé avec des pistons de poids, etc. Et 2 fois, ils m'ont dit non. Et je te jure que c'est ce moment-là où je me suis dit, j'étais hyper déçue. Et je me suis dit, bon, à un moment donné, il faut croire à ton destin, quoi. Tu voulais travailler là. 2 fois, ils te reçoivent même pas en entretien. Et même quand il y a une lettre de recommandation d'un mec hyper haut placé, ils veulent pas de toi, apprends, quoi. Je me suis dit, bon, ok, ça veut dire qu'en fait, peut-être que c'est pas ça mon chemin. Mon chemin, il est peut-être de continuer avec mon entreprise.
Et là, je regarde, le plafond de l'auto-entreprise n'est pas atteint, mais pas loin. Et je me dis, et j'ai fait ça sans forcer et sans travailler sur le sujet. Maintenant, tu vas te concentrer sur ton entreprise. Et donc, j'ai monté une vraie société. Et c'est comme ça que j'ai commencé après mon travail de freelance. Et donc là, c'est là où tu es aujourd'hui avec ta structure. Ouais, exactement. Mais c'est l'activité dont tu parlais au début plutôt pour les entreprises. Parce que du coup, tu as une deuxième activité. Et je pense que ça pourrait être intéressant qu'on en discute un petit peu. Donc, je pense effectivement qu'on pourrait en parler pendant encore 1 heure, etc. Mais je trouve intéressant au moins qu'on évoque ce sujet parce que je trouve que le sujet donc du positionnement est intéressant dans la dimension du changement et ce que ça peut apporter pour les entrepreneurs. Donc voilà, on laisse un peu de côté cette partie corporate parce que je pense qu'on a bien compris un peu le chemin que tu as eu dans le corporate. Et si on arrive maintenant à cette activité que tu développes aussi, qui est autour donc d'aider les entrepreneurs comme moi, typiquement, à trouver leur positionnement. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, sur le contexte, toi, tu as assisté à la naissance du projet. Tout à fait. Donc, on s'est rencontrés dans un mastermind, celui de Kevin Dufresne et Thibault Louis. Et moi, je suis arrivée avec mon business de conseil en transformation. Et en gros, c'est l'antithèse de ce qu'ils appellent la PME Internet. C'est-à-dire, je travaille avec des grands comptes, c'est dépendant de mon temps et de ma personne. Et moi, j'ai réfléchi à la question, est-ce que j'avais envie d'avoir un modèle de cabinet de conseil, puisque je pouvais très bien créer mon cabinet, tu vois. Avoir des mini-Paulines, oui, etc. Voilà. Oui. Ce qu'on appelle une boutique, une petite boutique parisienne où il y aurait 4-5 consultants. Et je me suis dit, mais en fait, ça va me... Moi, ce que j'aime, c'est le contact client, mais c'est le delivery, tu vois. Et j'ai pas envie de devenir commercial en chef. Ouais, je te rejoins tout à fait. Ouais. De faire juste la relation au début, la relation à la fin. Au milieu, tu sous-traites tout. Et c'est parti, quoi. Alors qu'en fait, moi, ce que j'aime, c'est le milieu. Donc, par défaut, je vais pas créer un business qui, certes, pourrait marcher parce que je pense que j'en aurai les compétences, mais qui va pas m'amuser, quoi. Et en même temps, j'étais coincée parce que je m'ennuyais dans ce que je faisais. Parce que la transformation, je fais ça depuis longtemps, que c'est toujours les mêmes enjeux, les mêmes problématiques. Je change d'un grand groupe à un autre. Objectivement, c'est pas diamétralement l'opposé, quoi. Ouais. Donc, au-delà de la valeur que tu es en capacité de pouvoir délivrer à ces grands groupes et on les invite à te contacter. Bien sûr. Il y a vraiment ce petit truc de qu'est-ce que tu pourrais faire qui déclenche un peu l'étincelle à chaque fois que tu y vas, quoi. Ouais. Et là, je me suis ennuyée dans mon propre job. Sauf que m'ennuyer en corporate, c'était le signe qu'il fallait que je fasse une mobilité interne. C'était assez bien vu, machin. Mais là, m'ennuyer dans ma propre entreprise, il y a un problème, tu vois. Oui, c'est comme si tu te disais, t'étais dans ta bibliothèque, tu lisais un bouquin et ça t'ennuyait de lire, quoi. Exactement. Et là, je me suis dit, ok, je pensais que j'étais juste curieuse, mais là, j'ai un problème. Et donc, que j'ai résolu. Et donc, je suis allée dans ce mastermind avec cette envie-là, en disant, je sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai eu 50 idées différentes. Je suis avec l'idée de... Moi, ce que j'aime fondamentalement, c'est écrire des livres. Donc, en me disant, je vais aider les gens à écrire des livres. Sauf qu'en fait, les gens ne veulent pas écrire des livres. Les gens veulent publier des livres, ce qui est très différent. Tout à fait. Ouais, je te rejoins, effectivement. Donc, du coup, mauvaise idée de business, etc. Je cherche. Et je finis par me rendre compte que, et là, on reprend le début de la conversation, mes capacités analytiques et de conceptualisation qui sont nées par l'histoire, par la recherche, les sciences humaines, sont en fait une qualité énorme quand les entrepreneurs cherchent un positionnement et n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Parce que moi, c'est ce que je sais le mieux faire. Ne pas avoir la tête dans l'eau, mais avoir une vision très macro de la chose et essayer de créer des liens entre eux. On appellerait ça faire de la maïeutique, tu vois. C'est prendre des petits morceaux les uns avec les autres et essayer de donner un sens commun et différenciant. Parce que c'est bien beau de donner du sens, mais ensuite, il faut que ça reste très business. Donc, comment tu fais pour qu'en plus, il y ait quelque chose qui apporte de la valeur et qui soit rentable, quoi. C'est vrai qu'en anglais, ils parlent de connect the dots. Donc, c'est connecter les points, en fait, qu'il Exactement. y a des fois les pointillés et de créer, en fait, finalement, une sorte de toile cohérente, quoi. Exactement. Et ça, je me suis rendu compte que j'avais une discussion, on avait un petit exercice dans le mastermind et moi, ça m'a pris un quart d'heure de connecter tous les points de mon collègue qui était assis à côté de moi et qui, lui, m'a regardé comme si j'étais une extraterrestre en me disant « Mais comment t'as fait ça ?» Je dis « J'ai juste été moi. » C'est là, ok. Donc, en fait, peut-être que être moi, c'est un business, en fait. Ce qui est pas mal, en vrai. Moi, j'ai eu une révélation ce jour-là, tu vois, en me disant, en fait, ce que je trouve d'une simplicité, mais vraiment déconcertante dans ma tête, a en fait une valeur incroyable pour d'autres, et ces personnes sont en plus bloquées avec ce problème. Donc maintenant, une fois que j'avais compris ça, mon enjeu a été un peu de faire la rétro-ingénierie de mon propre cerveau et d'essayer de le conceptualiser. Donc, je me suis auto-conceptualisée. Oui, c'est marrant, hein, tu fais une étude sur toi. Exactement. Sur comment je l'ai fait, quels sont, et ensuite comment je peux le traduire de manière intelligible et avec une méthode. C'est-à-dire qu'à terme, je voudrais être en capacité de soit le faire moi-même, mais du coup, t'as la valeur ajoutée de mon cerveau et en fait de mes 10 ans d'études. Et ça, je ne suis pas en capacité de l'offrir autrement qu'en travaillant avec moi, tu vois. Personne ne pourra avoir mes 10 ans d'études parce que personne n'aura fait les mêmes 10 années d'études que moi sur le même sujet. Enfin, c'est ce qui va me rendre moi unique.
Mais par contre, je peux essayer de formater une méthode qui pourrait inspirer d'autres personnes. Et c'est comme ça que j'ai créé la méthode solo, ce que j'ai appelé le Solo Empire, et qui est une méthode autour de 4 piliers. Et ces 4 piliers forment, à mon sens, et c'est ce que j'ai conceptualisé, les bases d'un bon positionnement stratégique qui te permet à la fois d'être aligné dans ton business. C'est pour ça que c'est très important de travailler sur la raison d'être et en même temps de trouver des approches différenciantes pour faire en sorte que si tu es coach agile, tu sois pas le même coach agile que le voisin. Si tu es communicant, t'es pas le même communicant que le voisin, etc. Donc, tu as un enjeu de battre la concurrence, tu vois, d'être au-dessus de la mêlée. Parce que, en fait, ce que je cherche, c'est que les gens ne soient pas dans la mêlée, mais au-dessus de la mêlée en train de dire, continuez à vous battre en dessous, moi, je vole vers d'autres cieux, tu vois. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est quand t'es solopreneur, c'était un constat que j'ai fait, ça marche par coup. Tu vas faire un produit, puis un autre produit, un lancement et un autre lancement. C'est quoi la ligne directrice et le fil rouge de tout ça? En fait, le fil rouge, si on est honnête, c'est le business. C'est-à-dire que ça marche, c'était très rentable, donc je le fais. Et j'ai rencontré des solopreneurs qui le faisaient parce que c'était rentable et qui trouvaient du sens là-dedans parce qu'il y avait un lifestyle. En gros, t'as de l'argent, donc tu peux avoir des belles photos Instagram, aller dans des beaux hôtels, etc. Mais fondamentalement, ce qu'ils font, on les passionne pas, quoi. Et je me suis dit, c'est dommage. Il y a un truc avec lequel tu peux travailler. Et donc, ma méthode permet justement de dépasser ça. Et donc, au lieu de faire des coups, d'avoir une colonne vertébrale dans laquelle, à chaque fois que tu vas faire un coup, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, eh bien, ça va être intégré dans un fil rouge beaucoup plus large. Et donc, tu vas écrire une histoire beaucoup plus simple. Et ça, je le fais soit avec eux à ce moment-là, soit ce que j'appelle je range leur chambre. C'est-à-dire que je leur fais a posteriori l'histoire dans laquelle ensuite ils peuvent ranger l'intégralité de leurs produits et de leurs offres. Et ça forme un tout très sensé et très homogène. C'est sûr que moi qui ai eu la chance de pouvoir expérimenter en fait ça, ce que je trouve que ça change énormément. Alors je peux parler que moi de mon exemple, mais effectivement, je pense que l'exemple de ranger sa chambre est très bien parce que quand on a les idées qui sont un peu floues, on sait à peu près ce que l'on veut, mais pas complètement. Et le fait que justement tu aies cette capacité à créer des connexions entre les choses et de leur redonner un sens commun, ça aide pas mal à avoir ne serait-ce qu'un discours qui est plus percutant. Ça nous permet aussi d'être plus alignés avec nous-mêmes parce que du coup, quand on a la chambre qui est en bordel, et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens, et j'en fais partie aussi, ils disent « Ouais, mais c'est mon bordel ». Tu vois, c'est-à-dire que moi, je sais où se trouvent les trucs. Ok, tu sais où se trouvent les trucs, mais est-ce que tu réussis en fait à avoir une vue d'ensemble quand même? Et je trouve que ça change énormément de choses de trouver son positionnement. Et c'est intéressant parce que toi, tu as une logique de positionnement stratégique global. Ça, tu parles d'empire. Mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, je travaille beaucoup sur le positionnement dans l'accompagnement. C'est-à-dire que si je te parle et que je prends le positionnement là d'intervieweur, mais si je te parle avec un positionnement de coach, le sens que tu vas donner à ma question ne va pas être la même. Et c'est pour ça que je trouve que le positionnement change énormément de choses, en fait, dans l'interaction qu'on a, dans les relations qu'on a avec nous-mêmes et avec les autres. C'est pour ça que je trouvais intéressant que tu nous présentes ça. Au-delà du fait que moi, j'ai eu la chance de rentrer dans le processus et de voir, en fait, le changement que ça peut avoir. Parce que le sujet du positionnement est un vrai sujet. Pour moi, c'est pas un truc annexe. C'est un vrai sujet. Et en tout cas, j'invite les personnes à découvrir cette science, mais aussi effectivement de passer par là. Parce que je trouve que c'est vraiment intéressant au sens même, ne serait-ce que business, mais après, tout le travail d'introspection qui est nécessaire, aussi intéressant pour soi. En tout cas, merci, Pauline, pour tous ces éléments-là. Ce que je te propose, c'est que on passe à la phase que moi j'attends depuis le début. Et qui fait un petit peu partie de moi, ma petite routine, c'est que je vais te poser d'autres questions, mais qui vont pas venir directement de moi, mais d'un petit jeu de cartes que j'aime beaucoup et qui a été créé par les Joyeux Audacieux. Et donc, je t'ai fait une sélection de cartes à l'intérieur avec des questions. Donc, ce que je propose, c'est de prendre le jeu de cartes, tu vas les mélanger. Ah, je mélange. Ouais, mélange, c'est pour se donner un petit peu le choix dans les cartes. Donc, les sujets sont divers et variés, mais tu vas voir ce qui émerge. Donc, ce que je te propose, c'est de choisir une carte à l'intérieur. Allez, je tire la première. Je tire la première. J'ai l'impression de tirer un tarot, tu sais, un tarot, on va lire l'avenir. Donc, ce que je propose, c'est de lire la carte. Oh là là. Ça y est, j'ai lu. Salut. Donc, encore une fois, si vraiment là, tu veux pas y répondre, on n'y répond pas. Mais voilà, je te propose de lire la carte et puis ensuite d'y répondre comme tu le sens. Alors, la carte. Tu viens d'apprendre que tu allais mourir dans 1 an. Changerais-tu quelque chose dans ta vie et pourquoi? J'ai pas de bol déjà. Effectivement. J'espérais pas mourir dans 1 an. C'est à la fois oh là là et en même temps très facile, j'arrêterai de travailler. Parce que j'ai un rapport au travail qui est pas passionné / passionnel. J'ai pas de passion dévorante. J'adore tu vois, en ce moment, je fréquente quelqu'un qui a trouvé sa vocation à 7 ans et qui fait le métier qu'il avait dit qu'il ferait à 7 ans. Et du coup, je trouve que c'est un alignement exceptionnel. Moi, non. Enfin, tu vois, en fait, j'ai 33 ans et j'ai déjà fait 3 métiers différents. Donc, parce que c'est pas le travail. Je travaille parce que j'ai besoin de gagner de l'argent.
pour faire tout ce que j'ai envie de faire à côté, en fait. Et donc, du coup, je partirai du principe que je peux cramer toutes mes économies en 1 an. Tout va bien. J'ai zéro intention de mourir riche, donc autant mourir pauvre. Et je ferai tout ça. Donc, je ferai... ça dit pas si je suis en bonne santé, mais on va partir du postulat que je suis en bonne santé. Oui, c'est ça. C'est comme tu es maintenant, tu vois. Imagine, voilà, exactement. Juste, je sais que dans un quick, c'est fini. Et j'écris. Quick. C'est ça le bruit de la mort chez toi, c'est quick. Du coup, j'écrirai les livres que j'ai envie d'écrire, mais du coup, là, avec un sentiment d'urgence. Je jouerai du violoncelle et je passerai du temps avec mes proches. Oui, parce qu'on n'a pas parlé aussi de toutes ces choses que tu fais autour. Donc, effectivement, tu fais du violoncelle. Tu eusses fait du ping-pong. Oui, moi, c'est ça que j'ai gardé en tête. Et donc, effectivement, tu feras plus des choses que tu aimes et tu passerais plus de temps avec les gens que tu aimes aussi. Exactement, ouais. Je chercherai pas, en tout cas, à travailler pour gagner de l'argent. Parce que j'ai un rapport très pragmatique au travail. Tant qu'à faire quelque chose qui me rapporte de l'argent et dans lequel je vais passer 8 à 10 heures par jour, j'ai envie que c'est du sens et que c'est un intérêt. Mais je n'oublie pas que la finalité, elle est plutôt pour me permettre de faire des choses, tu vois, voyager. En fait, pour le dépenser, cet argent, quoi. Dans des choses qui m'intéressent plus. Donc, là, du coup, ce serait open bar. Ok, super. Autre question? C'est toi qui tires maintenant. Voilà, je vais tirer. Et en vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais en tirer 2. Ok, et tu choisis... Et je vais choisir celle que je te pose. Ok. On se donne un peu de suspense, tu vois. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors. Donc là, vous ne le voyez pas, mais Pauline est en train de me regarder avec... Fébrilité. Qu'est-ce qu'il va me choisir? Chose que je n'ai pas vue pendant toute l'interview. Hein. Je trouve vachement intéressant. Alors. Oui, parce que si, les gens le savent quand ils me connaissent, mais je suis un peu contrôle fric. Un peu beaucoup. D'ailleurs, c'est ce qui me permet de faire pas mal de choses. Et donc, j'ai horreur de la surprise. Et donc là, je vois les 2 cartes dans ta main et je ne peux pas les lire. Et donc, je suis en suspense de la surprise. Je savais que j'allais adorer ce moment-là avec toi. Mais ne t'inquiète pas, il n'y a rien qui doit être normalement trop compliqué pour toi. Mais suffisamment, justement, dans le non-contrôle Bien pour sûr. que ce soit intéressant. Quel est le métier le plus farfelu que tu aies déjà voulu faire? Ah, voulu faire. Et après, farfelu est encore une fois relatif. Mais voilà, est-ce qu'il y a un truc que tu as déjà voulu faire dans ta vie? Alors oui, mais c'est un truc que j'ai voulu faire pendant longtemps. Je voulais être astronome. Donc astronome. Même, okay. ouais, pas haute. Ça m'a jamais fait rêver, tu vois, de passer d'être coincé dans une ça, station à tourner en rond pendant 90 jours. J'adore les images qu'on y voit, mais je suis pas sûre que ça me plairait. Non, j'étais parce que je crois que ça m'est passé, mais en fait, du coup, là, je viens de faire une connexion. J'avais 2 métiers que je voulais faire. Je voulais être vulcanologue et astronome. Donc la Terre et le ciel, quoi. Exactement. Mais c'est très biologie, tu vois, dans l'approche. Mais pendant très longtemps, quand j'avais 7-10 ans, mes parents m'achetaient des cassettes vidéo d'éruptions volcaniques et je les regardais en me disant, ah là là, les vulcanologues que tu vois, tu sais, dans les grandes combis en train de marcher au-dessus de la lave, je trouvais ça incroyable et je voulais faire ça. Après, ça m'est un peu passé et du coup, j'ai voulu faire pareil, mais là-haut. Et donc, j'avais... Marcher sur les étoiles, c'est ça? Les observer, du moins. Et je voulais étudier le système solaire. Et je pense que c'est un rapport, tu vois, il y a un côté avec l'infiniment grand qui est à la fois vertigineux et passionnant. Et le rapport très incertain de la Terre, tu vois, le côté éruptif qui, dans mon esprit d'enfant, tu ne pouvais pas l'anticiper. Donc, tu vis ta vie et à un moment donné, paf, t'as un volcan qui explose. Et t'as des chocs à pic. Voilà, c'est voilà, ça. Exactement. J'étais très marquée par... je faisais du latin en 6e et on étudiait Pompéi. Tu sais, les versions de Pline le Jeune qui te racontent... et ça m'avait mais fascinée en me disant, mais comment une ville avec ses habitants peut être du jour au lendemain recouverte de cendres et disparaître là-dessus. Donc, c'était des phénomènes... mais c'est toujours un peu des phénomènes extrêmes que tu retrouves d'ailleurs. C'est pas pour rien que j'ai étudié la Seconde Guerre mondiale. C'est que c'est 4 années... 5 années dans l'histoire de l'humanité, c'est rien, mais ce ne sont que des phénomènes extrêmes, à la fois dans le courage et dans l'horreur. Ouais. Et donc, c'est ça que j'aimais bien, qui m'intéresse et qui me fascinait. Donc, voilà, vulcanologue ou astronome. Mais quand tu vois mon niveau de calcul aujourd'hui, tu te rends compte que j'ai bien fait de faire des lettres. Après, chacun son chemin, et heureusement, il y en a pour tout le monde, et c'est aussi ça qui est quand même la beauté de la chose, quoi. Exactement. Allez, je te propose d'en faire une dernière. Allez. Ok, mais ce que je vais te proposer de faire là, c'est que tu vas en sélectionner 3. Ok. Tu vas regarder les 3. Et je choisis. Et tu choisis en fait celle qui te met le plus en inconfort. Non, je rigole. Vraiment, tu choisis celle que tu veux. Alors... Donc, ce que je te propose, c'est que tu nous lises les 3. Donc, juste aussi pour ton information, la deuxième que j'avais, comme ça au moins tu le sais, c'était quel était le métier que tu voulais faire quand tu étais petite. Ah bah tu vois, j'ai répondu à la question. Donc, en fait, il y avait un peu les deux. Étonnamment, c'est un peu la même. Donc voilà, est-ce que tu peux nous lire les 3, histoire qu'on sache un petit peu dans quelle aventure tu vas aller? Bon, je vais pas prendre la première déjà parce que j'ai aucune idée. Si tu devais te réincarner dans un animal, lequel serait-ce et pourquoi? Quand je l'ai choisi, celle-là,
Je me disais que ce serait marrant. Tu voulais m'entendre dire que je voudrais être un corgi, mais non, je ne rêve pas d'être un corgi. Effectivement, c'est encore un point commun qu'on a. Donc c'était effectivement une réincarnation d'un animal, là, ok. Les deux autres? Si tu pouvais échanger ta place avec n'importe qui d'autre dans le monde pour une journée, avec qui ce serait et pourquoi? Et raconte-moi la dernière fois où tu as fait quelque chose pour la première fois. Après, si vraiment tu as un coup de zèle, tu peux répondre aux deux. Il n'y a pas de... Ah oui, je peux te répondre à celle-ci. Et j'ai fait mon premier concert de violoncelle devant un public en juin dernier. Du coup, ça, c'était une première parce que ça fait quoi? Ça fait pas longtemps que je joue du violoncelle. Ça fait 4 ans, 5 ans. J'ai commencé vraiment sur le tard et donc j'ai un niveau moyen. Et c'était très stressant. Il y avait un grand amphi avec des gens dedans et puis tu t'assois. Avec des gens dedans, c'est mieux, effectivement. Ah bah ouais, tu vois, en fait, le regard de l'autre qui t'écoute dans un moment où tu sais que ça va pas être parfait, tu vois, quand t'es contrôle fric comme moi, tu te mets vraiment en danger. Et en plus, c'était pas un solo, tu vois, c'était un petit ensemble, on était 4 à jouer tous ensemble, 4-5. Et c'était vraiment génial. Enfin, j'ai adoré et en même temps, parce que j'ai fait du théâtre pendant quelques années, ça m'a rappelé la toute première fois où je suis montée sur scène et où je me souviens, je sais pas, il fallait que je fasse semblant de frapper à la porte et ma collègue allait m'ouvrir et puis ma première réplique allait arriver. Et j'étais à quelques secondes du moment où il fallait que je fasse semblant de frapper et j'ai frappé et mon cerveau s'est mis à être tout blanc. Je me souviens d'une image blanche en disant je sais plus ce que je dois faire, mais je sais même plus en fait avancer un pied devant l'autre. Et je suis passée en mode automatique et j'ai avancé, j'ai fait ma réplique et tout s'est extrêmement bien passé. Mais j'ai eu cette impression, tu vois, presque de dissocier, quoi, en disant en fait maintenant il y a une Pauline qui est dans un état de stress tel que plus rien n'existe et puis il y a celle qui a tellement travaillé qui va avancer. Et ça me le fait souvent, tu vois, ce rapport entre il y a un moment donné le travail va prendre le dessus sur l'angoisse que tu vas avoir parce que t'as répété, parce que t'es préparé. Et donc c'est ce qui fait que j'ai confiance en moi quand je travaille. Et d'où mon absence totale de goût pour l'improvisation ou pour la spontanéité. C'est parce que ça va me terroriser, en fait, tu vois. Oui, je comprends. Et donc, du coup, je compense en travaillant et moi, ça a été ma solution. Et du coup, si tu devais résumer un peu en un mot ce que tu gardes, toi, de cette expérience de violoncelle là, que tu nous as décrite, ce serait quoi? Le plaisir. Le plaisir, ouais. Ouais, parce que c'était presque trop court. Tu vois, on a joué. On n'a pas très bien joué, en plus. C'est relatif, souvent, ça s'entend pas. Oui, mais je crois que là, on est au stade où ça s'entend. Je crois qu'on va rester modeste. Non, mais c'était audible, tu vois, c'est bien, mais par rapport à ce qu'on avait pu faire quand on s'est filmé en répétition, etc., tu entends qu'il y a eu du stress. Il y a une différence, ouais. Mais j'ai adoré, parce que c'était un moment collectif, c'était un moment où... Et c'est des moments j'aime bien les moments qui ne peuvent pas se reproduire. Tu peux le refaire, mais ce sera pas pareil, tu vois, c'est comme la différence entre le théâtre et le cinéma. Le cinéma, c'est toujours la même, tu le fixes une fois sur pellicule et c'est le même film. Le théâtre, tu vas dire les mêmes mots à la même heure, avec les mêmes gens, et ce sera quand même pas pareil. Et donc, ça, j'ai aimé ce sentiment très éphémère, et qui fait qu'après, t'as l'impression que c'est trop court et que t'as envie de recommencer, et que tu peux pas parce que là, c'est fini, quoi. Ouais, les gens sont partis, après tu peux le refaire, mais... Mais ça m'a fait pareil avec ma soutenance de thèse. Une soutenance de thèse, c'est un rite initiatique qui ressemble à une pièce de théâtre, où j'avais surrépété la chose, et pourtant, j'étais dans un état de stress pas possible. Puis quand c'est fini, tu te dis... ah ça y est, c'est 4 ans de travail qui viennent de se terminer avec un show, quoi. Et moi, là, ça fait quelques jours, j'y pense tout le temps, en me disant, en fait, j'aimerais bien retrouver ce sentiment à la fois de concentration extrême et de... j'ai de la chance, ça s'est très bien passé, donc j'ai eu plein de compliments, et donc tu sors reboosté, tu vois. Puis en plus, il y avait aussi toute ta famille, il y a tout un contexte derrière qui fait que... Tu sens que tu mets un point final à une expérience, quoi. Et que c'est le dernier, il n'y en aura pas d'autres, puis j'ai pas envie de refaire une thèse, là c'est bon, c'est fait. Oui, c'est ce que tu nous dis aujourd'hui, et puis un jour, dans une chambre d'hôtel, tu diras, et si je faisais ça? Exactement, si je faisais une thèse en sociologie maintenant. Non, au secours. Il faut m'arrêter, si jamais un jour je le dis, il faut faire une intervention, dire c'est bon Pauline, tu es déjà passé par là, fais autre chose. Faire la harpe ou quelque chose d'autre. Oui. Mais bon, bref, donc c'est le côté éphémère et intense de la chose qui, je trouve, rend des souvenirs un peu impérissables. Super, je pense que c'est sur cette... belle dernière phrase qu'on va pouvoir clôturer. Et avant de clôturer, si les gens ont été fascinés par ton histoire ou juste s'ils ont envie de te faire un petit coucou, comment est-ce qu'ils peuvent te joindre, prendre contact avec toi? Via mon site internet, c'est facile, Pauline Alessandra, un L2S. Un L2S, ok. .fr ou sur Instagram par exemple. Instagram, ok. Merci beaucoup Pauline. Merci à toi. Et puis à la prochaine. À bientôt. Salut.